Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce premier débat des législatives sur TV Fil 78. Aujourd'hui, ce sont les candidats de la première circonscription des Yvelines qui vont revenir sur quelques-uns des points de leur programme pour vous aider à trancher lors du premier tour de scrutin. Ce sera le dimanche 11 juin. Vous le voyez, ils sont 14 à se présenter sur cette circonscription avec cette infographie. Pour des raisons techniques, nous avons dû structurer cette émission autour de 3 grandes parties. Chaque candidat sera en tout cas chronométré dans ses réponses pour assurer au mieux l'égalité entre chacun. Pour débuter, j'accueille François-Xavier Bellamy, candidat Les Républicains, Didier Bécher face à vous, candidat de La République En Marche, Thibault Marchal à vos côtés, qui est candidat pour la France Insoumise, face à vous Thierry Pérez, candidat du Front National, à côté de vous Charlotte Rossettini, candidate PS dans les Yvelines, donc dans cette première circonscription. Et pour terminer cette première table de candidats, Olivier Paréja, candidat Europe Écologie Les Verts. Bonsoir à tous les 6 et merci d'avoir répondu à cette invitation. Quoi qu'il arrive, il y aura donc un nouveau député dans cette circonscription, le sortant, le maire François de Mazières, ayant décidé, en raison de la loi sur le non-cumul des mandats, de privilégier sa commune de Versailles. Ce premier tour de table avec une question simple, et ce sera le mot d'ordre de la soirée. Je vais vous demander d'être concis. Je me tourne vers vous pour débuter. Pourquoi les électeurs doivent vous faire confiance ? D'abord, merci beaucoup de cette proposition de débat que vous nous offrez. Je crois que dans cette élection, nous sommes vraiment à un moment décisif pour la vie de notre pays, de notre société, et que dans ce moment décisif, il est nécessaire d'abord d'apporter un projet clair, un projet cohérent. De mon côté, je vais essayer de servir à un débat démocratique qui soit d'une grande qualité et d'une grande exigence de transparence, parce que je crois que la période des élections présidentielles nous a tous beaucoup frustrés, quelle que soit notre sensibilité politique. Elle a été marquée par des rebondissements d'affaires qui, finalement, avaient très peu à voir avec les vrais enjeux auxquels notre pays doit faire face. Et donc, la première chose, c'est, je crois, de pouvoir faire la proposition d'un projet qui soit clair et qui soit cohérent, qui soit aussi complet et précis que possible, et c'est ce que je vais essayer de servir, y compris dans ce débat. Et puis la deuxième chose, c'est que cette élection n'est pas seulement une élection nationale, c'est aussi une élection locale, et si je m'engage dans cette élection, c'est avec le soutien de beaucoup d'élus de notre équipe municipale, du maire de Versailles, du maire de Montigny, qui m'ont poussé à m'engager, parce que depuis quelques années déjà, j'ai l'occasion d'intervenir sur des sujets qui touchent à l'actualité nationale, mais aussi parce que depuis 9 ans, je suis élu local dans cette ville, comme ma suppléante Ketchana Bey, qui est adjointe au maire de Montigny. Et je crois que ce qui compte pour moi vraiment le plus, c'est que cette circonscription puisse se sentir représentée, que tous ceux qui y vivent, qui y travaillent, qui y habitent, puissent vraiment être en contact permanent avec celui qui demain sera leur député. Circonscription qui couvre les communes de Versailles, Guyancourt et Montigny, le Bretonneux. Je ne l'avais pas précisé en introduction. Didier Bécher, c'est à vous. Pourquoi les électeurs devraient vous faire confiance ? Voter pour moi, c'est voter pour un projet qui est extrêmement clair, puisque c'est la mise en place du projet qui a permis à Emmanuel Macron d'être élu président de la République. C'est un projet qui a été construit depuis 1 an et demi avec les citoyens, puisqu'on est parti d'un travail où il n'y avait pas d'adhérents à En Marche il y a 1 an et demi, et on a construit les comités locaux, et c'est à travers ces comités locaux que nous avons construit le programme d'Emmanuel Macron. C'est un projet qui est clair, qui ne subit pas de modifications entre la présidentielle et les élections législative, aucun ajustement, c'est les 10 mesures principales qu'Emmanuel Macron a défendues. Voilà, après, je pense que voter pour moi, c'est aussi choisir, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu pendant nos échanges avec les concitoyens sur la circonscription, c'est choisir la vie civile. C'est choisir un candidat qui vient de la vie civile. Moi je vis à Versailles, je travaille à Guyancourt. Ma suppléante habite à Montigny et travaille également à Guyancourt, donc on connaît la circonscription depuis de très très nombreuses années, et on a choisi avec les comités locaux de Montigny, de Guyancourt et de Versailles d'avoir 5 priorités particulières dans cette élection, au-delà du programme d'Emmanuel Macron: l'emploi, l'éducation, la défense et la sécurité, parce qu'on a beaucoup d'entreprises de défense sur notre circonscription, la vie citoyenne, qui n'est pas juste une lubie qui nous a pris pour les élections, c'est parce qu'on a créé ce débat, cet échange avec les citoyens. Et moi j'ai un engagement en tant que futur député, c'est de continuer à pouvoir évaluer les politiques de l'État à travers les comités locaux. Et puis le dernier sujet, qui est un sujet transverses, qui sont les Jeux Olympiques, que j'essaierai de porter personnellement avec Laura Flessel. Particulièrement ce secteur-là. Et je vous arrête là pour ne pas empiéter tout sur l'ensemble de votre temps de parole pour cette émission. Je vous l'ai dit, nous n'avons finalement qu'assez peu de temps. Ce rendez-vous va durer 1h30. Il y a de nombreux candidats qui vont s'exprimer. On parlera d'éducation dans un instant. On continue ce premier tour de table avec vous pour le Front National, Thierry Pérez. Bien écoutez, je pense que voter pour le Front National, c'est voter pour une opposition. Aujourd'hui, il y a une forme un peu de floutage entre tous ces partis qui finalement ont un petit peu explosé en vol au moment des présidentielles, les partis classiques pour lesquels les Français avaient l'habitude de voter.
Donc il faut une véritable opposition. Une opposition, ça veut dire de la construction, ça veut dire ne pas s'opposer de manière inconsidérée, c'est du pragmatisme, c'est du bon sens, et il faut une véritable opposition parce que je crois qu'aujourd'hui les Français ont un petit problème de lisibilité dans le redécoupage de ce paysage politique. Monsieur Macron a réussi un exploit qui est d'atomiser un peu la droite, d'atomiser le Parti Socialiste, enfin les Républicains et le Parti Socialiste de l'autre côté. Plus personne ne s'y retrouve vraiment. D'ailleurs, on a un gouvernement un petit peu patchwork, alors qu'il peut peut-être avoir des avantages en termes de renouveau et de nouvelle approche, peut-être, j'ai des grands doutes, mais voilà. Je crois surtout c'est que ce gouvernement va nous emmener droit vers l'austérité et vers un européisme forcené, avec tous les dégâts que ces méthodes et ces politiques ont déjà démontré depuis tant d'années. On a aujourd'hui beaucoup de Français qui souffrent, beaucoup de Français qui se sentent oubliés, qui sont oubliés. Et c'est à ces gens-là que je pense particulièrement, et c'est pour ça que ma candidature est une candidature de conviction. Thibault Marchal, je poursuis avec vous en 1 minute à peu près comme pour les autres candidats. Alors, pourquoi voter pour la France Insoumise ? D'abord parce que nous non plus, nous n'avons pas changé de programme entre les présidentielles et les législatives. On ne s'adapte pas, on ne change pas de conviction en moins d'un mois. Et donc notre programme, eh bien, il a réussi à bouleverser la donne, à mettre des sujets sur le tapis, puisqu'on disait que la campagne avait été polluée par des affaires, mais on a quand même réussi à parler de la planification écologique du 100% renouvelable et de la sortie du nucléaire. On a réussi par les hologrammes à parler aussi des nouvelles technologies, du numérique, de toutes les frontières de l'humanité. C'était des gadgets, mais ça a permis de mettre aussi des propositions de fond sur la table. Donc porter ce programme, continuer à le soutenir, et puis éviter aussi de donner les pleins pouvoirs à Macron, parce que selon nous, il a été élu par défaut, qu'une majorité des Français n'adhère pas à son projet, n'a pas voté pour son projet, mais a voté pour se débarrasser des autres. Et donc, il faut savoir que si on n'est pas d'accord avec le projet d'Emmanuel Macron, eh bien, on peut lui donner une majorité alternative, une cohabitation, et on propose la France Insoumise. Pour le Parti Socialiste, à présent. Bonjour, alors pourquoi voter pour une candidate du Parti Socialiste après le quinquennat qu'on a eu ? Moi, je vais continuer à défendre le programme qui a été porté par notre candidat Benoît Hamon, qui était vraiment un programme bienveillant et qui a mis aussi sur le devant de la scène les enjeux sociaux, la lutte des classes, l'écologie, les urgences sanitaires aussi avec les perturbateurs endocriniens. C'est super important de pouvoir aussi continuer à défendre ces projets. La taxe robot, on en parle encore. Le revenu universel, on en parle encore. Ce sont des projets qui, malgré la défaite de Benoît Hamon, continuent à être discutés en France et puis même partout ailleurs. Et je pense que les Français ont le droit d'avoir aussi des projets et des représentants ambitieux. Et aussi des représentants qui les représentent vraiment. Donc, c'est-à-dire des représentants qui connaissent ce que c'est que d'avoir un emploi salarié, de galérer à la fin du mois, d'être vraiment ancré dans la réalité. Tout le monde a le droit d'être représenté et on n'est pas obligé d'être représenté forcément que par la même classe politique. Et pour terminer ce premier tour de table, avant de parler d'éducation, parce que s'il y a bien un sujet qui divise l'ensemble des candidats, toutes les formations, c'est la question de l'éducation. Olivier Paréja, pour Europe Écologie Les Verts. Moi, je suis convaincu qu'on a très peu parlé d'écologie pendant la campagne présidentielle et que c'est pourtant un sujet majeur. Il y a un sujet de transition, il y a un sujet transition énergétique, mais aussi transition sociale. Il y a énormément de choses qui sont liées autour de l'écologie et c'est ce que je voudrais porter. Personnellement, je suis très engagé depuis des années dans certains collectifs, associations sur Versailles, sur Saint-Quentin, et on peut le voir sur notre site internet où de nombreux témoignages de gens engagés, d'experts sur certains sujets apportent leur soutien à ma candidature parce que finalement, cette candidature, avant d'être politique, elle est la continuité des engagements, des combats que je porte depuis des années sur le territoire et c'est dans ce sens-là que je voudrais continuer.
Nous allons donc parler d'éducation à présent. Des réformes sont à venir dès les prochains mois. Le nouveau ministre l'a annoncé et d'ores et déjà, des ajustements pour la rentrée de septembre sont fort probables. On peut évoquer la fin du décret rendant les redoublements exceptionnels, une plus grande autonomie donnée aux établissements dans leur pédagogie ou encore le dédoublement des classes de CP dans les zones dites prioritaires. Didier Bécher, je vais commencer avec vous puisque vous êtes le représentant du nouveau président élu. Ces propositions sur l'éducation, aujourd'hui c'est un des chantiers prioritaires. Il va falloir aller aussi assez vite. La rentrée n'est que dans quelques mois finalement si on veut faire quelques ajustements. Je crois que le ministre a une approche très pragmatique sur le sujet. Effectivement, la rentrée approche à grands pas et je pense que chacune des communes ou chacun des établissements pourra voir aussi la capacité qu'il a à s'organiser. Vous avez cité trois grands exemples qui sont, je pense, au cœur du programme. Il y a le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. Il y a 2500 classes dédoublées qui ouvriront dès la rentrée. Aujourd'hui, on travaille, et il l'a très bien expliqué cette semaine, on travaille avec les différentes communes pour voir en termes de locaux, parce que bien sûr, qui dit dédoublement des classes, il faut avoir les locaux pour les accueillir. Et donc la liste aujourd'hui des 2500 classes n'est pas connue. Il y a un travail de fond qui doit se mener. On a parlé des rythmes scolaires aussi, de la capacité. Vous savez que ce débat a été difficile dans nos communes. Je sais que Montigny, par exemple, a relancé un questionnaire ces derniers jours dont ils ont publié les résultats. Et on voit l'insatisfaction très grande des familles sur les rythmes scolaires. Enfin, en tout cas de Montigny, puisque j'ai vu qu'ils avaient lancé une consultation. Il faut, pour les communes qui sont en capacité d'être prêts à la rentrée, de pouvoir relancer la concertation. Si elle n'a pas lieu dans ce délai-là, ce sera pour la rentrée prochaine, si l'adaptation est nécessaire, puisque les communes ont des approches variables du sujet. Moi, il y a un autre thème, je pense, qui est important sur l'éducation et qui nous tient particulièrement à cœur, c'est tout ce qui touche autour de l'orientation, qui est lié évidemment à l'autonomie des établissements. Il faut que nous puissions mettre l'orientation scolaire au collège comme une matière d'enseignement fondamental. Nous avons beaucoup trop d'échecs sur les orientations à partir du lycée, et il faut vraiment que des professionnels puissent rentrer dans les écoles de manière, j'ai envie de dire, uniforme, puisque si vous êtes dans des zones favorisées, il y a déjà souvent des parents qui viennent expliquer leur métier. Il faut aller beaucoup plus loin. Certaines équipes pédagogiques dans les établissements ont du mal à avoir une représentation des métiers variés et pouvoir travailler cette orientation. Si on en fait une matière scolaire, on pourra avoir... moi, je pense à la réserve citoyenne, qui n'était pas forcément une si mauvaise idée, mais qui n'a pas été au bout, et aller piocher dans cette réserve citoyenne pour faire les démonstrations. François-Xavier Mélamy, je voudrais vous faire réagir parce que vous avez aussi fait de l'éducation un des chantiers prioritaires si jamais vous êtes élu. Je peux citer quelques-unes des propositions: concentrer l'effort sur la transmission des savoirs fondamentaux à l'école primaire, accroître l'autonomie des chefs d'établissement, par exemple. Ça fait partie de votre programme. Comment vous réagissez à ce qui est proposé et qui pourrait être mis en place par l'équipe d'Emmanuel Macron ? Je dirais simplement trois choses. D'abord, la première, c'est que je crois que sur l'éducation, on est au cœur. Tout à l'heure, vous parliez de la question du rapport que les députés de demain auront avec le nouveau gouvernement. On est au cœur vraiment d'une question sur laquelle, justement, on peut inventer des coopérations intelligentes. Je crois en effet que le ministre qui a été nommé est quelqu'un de pragmatique, qui nous évitera sans doute les folies idéologiques auxquelles on a eu droit pendant les 5 dernières années. Et donc, sur ce sujet-là, je crois que ce qui compte, c'est de pouvoir proposer des pistes claires qui nous permettront demain d'être transparents dans le fait que nous soutiendrons ce qui ira dans le bon sens. Par exemple, le rétablissement des classes bilingues, le rétablissement de l'enseignement des langues anciennes, mais qui nous permettra aussi d'équilibrer les choses quand il faudra le faire. Par exemple, ce sera le cas, je pense à une mesure que je regrette typiquement profondément, qui est la question du dédoublement des classes, qui est vraiment une mesure d'affichage. Tous les spécialistes du sujet s'accordent à dire que ce n'est pas par là que les choses se transforment en profondeur. La question qui compte, c'est la question des méthodes et la question de la finalité même de l'école. Et c'est parce que nous avons renoncé, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans un ouvrage qui s'appelle Les Déshérités, parce que nous avons renoncé à cette transmission des savoirs fondamentaux, parce que nous avons adopté des méthodes qui ne fonctionnent pas, que nous avons nous-mêmes envoyé dans le mur des générations d'élèves qui, parce qu'ils viennent de milieux sociaux défavorisés, c'est vrai, ne bénéficient pas dans leur famille de cette familiarité avec la culture scolaire qui a fait que d'autres avaient pu s'en sortir. Et donc, ça ne change rien. Si vous avez des mauvaises méthodes avec 12 élèves, ça ne marchera pas mieux que quand vous avez des mauvaises méthodes avec 24 élèves. Ce qui compte, c'est de retravailler sur ce que doit faire l'école, et la transmission des savoirs, me semble-t-il, doit en être la priorité. Et puis là, la troisième chose que je voudrais dire, c'est que si on pouvait revenir sur ce sujet, enfin, à un peu de pragmatisme, ce serait effectivement très bien. On parlait tout à l'heure de société civile. Je crois qu'il faut arrêter la démagogie. Je pense que nous sommes tous ici de la société civile. Moi-même, je suis effectivement enseignant dans le secondaire. J'ai toujours voulu enseigner la philosophie, qui est une magnifique discipline que j'ai enseignée au lycée hôtelier de Guyancourt, non loin d'ici. Et c'est vraiment sur le terrain, je crois, que les vraies solutions se construisent. C'est sur le terrain qu'on peut voir apparaître les vrais enjeux et les vrais défis. Et de ce point de vue-là, Monsieur Bécher, je suis vraiment désolé de vous le dire, mais non, malheureusement, l'orientation n'est pas la clé. La clé, c'est que quand aujourd'hui, dans notre pays, vous avez 15% de jeunes qui sortent de 3e sans savoir lire correctement le français,
Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez en matière d'orientation, vous n'arriverez pas à les sortir de la difficulté, ou encore une fois, nous les avons nous-mêmes placés par l'inefficacité de nos méthodes. Et je suis très heureux de vous voir revenir aujourd'hui sur la réforme des rythmes scolaires que vous avez pourtant défendue au Conseil municipal de Versailles dans l'équipe socialiste que vous représentez, pour pouvoir justement faire avancer. Non, mais c'est très intéressant de voir le retournement de circonstances. Vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas évolué. de Mazières qui ne voulait pas débattre pour mettre en place les rythmes scolaires. Vous avez expliqué que la ville de Versailles, qui avait pris le temps de la concertation, vous avez expliqué qu'elle était attentiste. Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'effectivement, et c'est une très bonne chose, Emmanuel Macron revient sur un certain nombre d'erreurs qui ont été faites dans les années précédentes, que vous aviez d'ailleurs soutenues, et je suis très heureux de voir que, précisément, un peu de pragmatisme ne fait de mal à personne. En tous les cas, la vraie cohérence, peut-être, il faut la chercher dans le fil de nos engagements respectifs. La concertation a eu lieu sur une ville comme Montigny, de manière précise, dans la durée. Ce n'est pas le cas à Versailles. Et c'est ça que j'ai combattu et que je continuerai à combattre. À Versailles, dans tous les conseils d'école où les élus sont présents. Non, monsieur Bellamy, ça n'est absolument pas vrai. Et je vous interromps tous les deux pour laisser la parole également aux autres candidats qui, bien sûr, peuvent intervenir. N'hésitez pas, je vous passe la parole sur les différents sujets, mais n'hésitez pas à réagir comme ça a pu se produire ici. Thierry Péret, je vous passe la parole sur cette question scolaire. Dans le programme notamment du Front National, il y avait aussi la fin de la réforme des rythmes scolaires. Oui, absolument. Alors, je crois que l'éducation est un point plus que fondamental. Le mot fondamental est un peu galvaudé. Là, j'insiste dessus parce que je crois que l'éducation, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est à la fois un élément de cohésion sociale, c'est un élément d'unité nationale. Et rappelons-le, l'école est là pour instruire. Le mot éducation, moi, me gêne un peu. Et si demain, j'en avais la possibilité, je l'appellerais le ministère de l'Instruction nationale. Donc, il faut véritablement revenir aux fondamentaux. Alors, les rythmes scolaires, on en a parlé, ne revenons pas dessus, mais revenir aux fondamentaux et revaloriser tout type de savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une école, depuis malheureusement un certain nombre d'années, on a une école qui cherche à produire des énarques, des polytechniciens, des Sciences Po, des médecins, des ingénieurs, et on en oublie les savoirs manuels, les savoirs techniques, qui sont complètement complémentaires avec les savoirs intellectuels, et tous ces savoirs-là doivent être valorisés dans l'école de demain. Je ne crois pas, parce que ce que j'ai entendu pour l'instant du projet d'Emmanuel Macron, c'est de la cosmétique pour moi, c'est-à-dire on dédouble des classes, j'y crois pas 2 secondes, on fait des choses ici ou là, c'est de la cosmétique, alors qu'il faut véritablement revenir aux fondamentaux de l'école. Et ce que disait M. Bellamy tout à l'heure, c'est-à-dire que l'école doit permettre tout simplement d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à savoir, à avoir de la culture, à connaître son histoire, à connaître sa géographie. Et tout ça ne me semble absolument pas dans les tuyaux de ce qui se prépare au ministère de l'Éducation. Olivier Paréja, je vous passe la parole. Vous êtes le plus en retard et à l'issue de cette thématique de l'éducation, on verra les chronomètres s'afficher. Concernant les différentes réactions que vous pouvez avoir aussi sur ce qui est... Alors, sur l'éducation, là où je rejoindrai certaines prises de position, c'est sur le primaire. Je pense qu'il est indispensable que dès le début, on investisse. Donc le fait de limiter le nombre d'élèves dans les classes d'éducation, dans les zones d'éducation prioritaire, c'est quelque chose de positif, mais qu'il faudrait voir à étendre dans l'intégralité du territoire, dans la mesure où, pour un instituteur ou une institutrice, dans la plupart des cas, c'est extrêmement difficile d'être devant 25-26 élèves et être capable, dès le début, dès le CE1, dès le CEP, d'être capable de transmettre le... 70-80, on faisait exactement ça. Enfin, on était 30-35 par classe. Arrêtons. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait réussi. Je ne suis pas sûr qu'on ait réussi à faire... Former des gens formidablement bien équipés intellectuellement. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple les classements PISA et des choses de ce type-là, ça nous montre que l'école n'arrive pas à rectifier les inégalités sociales de départ. Et c'est pas comme aujourd'hui une énième réforme qu'il faut faire, mais c'est vraiment donner les moyens. Je ne suis pas sûr que ça soit une question de méthode, que ce soit une question de principe qu'on essaye d'inculquer aux élèves, mais c'est avant tout une question de moyens. C'est-à-dire quand on regarde ce qu'on dépense pour un élève de primaire par rapport à ce qu'on dépense sur un élève de secondaire ou universitaire, on voit que si globalement on dépense la même chose que les autres pays d'Europe, et la répartition n'est pas du tout la même. En France, on n'investit pas suffisamment en nombre d'enseignants, en coût par élève, sur le primaire, qui est le début de la création du savoir. Thibaut Marchal, pardon, c'est à vous, et après ce sera au tour de la représentante socialiste. Oui. Alors nous, dans un livret thématique qu'on a développé en partenariat avec des spécialistes et en complément de notre programme dédié à l'école, on revient sur
notre vision de la finalité de l'école. L'école, d'abord pour nous, elle doit être républicaine. Et ça veut dire gratuite, mixte socialement, laïque et neutre. Y compris des pouvoirs économiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est républicaine, c'est la même pour tous. Et l'autonomie des établissements, c'est une fausse bonne idée. C'est des écoles à 2 vitesses ou à 3 vitesses. Nous, on est totalement contre. C'est déjà tellement le cas aujourd'hui, si vous saviez. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de carte scolaire. Donc nous, on est pour un retour de la carte scolaire qui garantisse la mixité sociale réelle dans les classes. Donc la mixité, la gratuité... Il y a une question de taille aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, l'éducation nationale, c'est quelque chose qui est un petit peu énorme. Et donc, qu'il y ait un cadre national qui garantisse l'égalité de tous, mais après, qu'il y ait un petit peu d'autonomie locale, c'est peut-être pas quelque chose de négatif. Oui, mais... l'un des problèmes de cette autonomie des établissements, mis à part le pouvoir très fort donné aux chefs d'établissement, c'est qu'on empiète justement sur les savoirs dont on parlait tout à l'heure. L'école a pour finalité, pour moi, d'éduquer des consciences et des esprits libres et autonomes et compenser aussi un retard en matière de capital culturel qui peut être transmis par les parents. Et donc, il faut que les enseignements fondamentaux aient un horaire assuré. Or, l'autonomie des établissements consiste à donner un volant d'heures que l'établissement choisit, on le pique aux Français pour aller le mettre en enseignement machin truc, projet bidule chouette, et finalement on n'est plus sûr qu'il y a un certain nombre d'heures de français, de mathématiques, etc., qui soient le même pour tous et qu'il y ait une transmission culturelle qui soit la même pour tous, en termes d'éléments de savoirs fondamentaux. Je disais aussi la laïcité, c'est important. Pour nous, pas un sou public ne doit aller à l'enseignement privé. Si les gens veulent aller dans le privé, eh bien, ils le financent. D'accord, ça garantit aussi la mixité dans l'enseignement public. Et puis, pour finir, l'autonomie, notamment avec la généralisation des logiciels libres, c'est absolument problématique que nos élèves soient formés à l'utilisation de certains logiciels développés par certaines multinationales, surtout quand elles sont américaines, et qui ensuite, sur le marché du travail, ne sont plus capables d'être polyvalents. Donc, il faut sortir l'entreprise. L'objectif n'est pas de préparer de la main-d'œuvre pour les entreprises, l'objectif est de préparer des citoyens polyvalents, autonomes, adapté à toute situation. Charlotte Rossettini, oui, vous écoute. Vous êtes vu d'accord avec plusieurs des choses qui avaient été dites. Oui, je pense qu'on partage pas mal de choses, mais bon, ça, c'est pas un secret. Moi, je voudrais juste revenir sur les rythmes scolaires. Les rythmes scolaires, en fait, il va y avoir un bilan courant 2018. Donc, je pense que voilà, avant de crier « Hola, au secours » sur les rythmes scolaires... Parce que votre candidat Benoît Hamon avait aussi porté cette réforme des rythmes scolaires. Oui, exactement. Donc, on le voit sur la circonscription, de toute manière, voilà, il y a des différences de politique entre les communes. On voit qu'il y a des communes où, effectivement, ça se passe très bien, parce qu'il y a une vraie volonté de la mairie, comme à Guyancourt, de porter ces rythmes scolaires et de les assumer. C'est pas le cas dans toutes les communes. Il faut savoir que 5 matinées par semaine, c'est bénéfique aux enfants. Ils sont beaucoup plus concentrés et le rythme, surtout de leur semaine de classe, n'est pas coupé. Donc ça, c'est primordial. Quelque chose qui est important dans les rythmes scolaires, ça ne peut marcher que s'il y a une véritable concertation entre les collectivités locales, et les enseignants et les parents. Et c'est pas simplement la ville qui fait des animations type Club Mickey ou je sais pas quoi pour occuper les enfants. Il faut absolument qu'il y ait cette coordination et il n'y a pas tant d'exemples que ça qui sont réussis. Encore une fois, le rôle de l'école, c'est pas de monter des clubs Mickey et faire des ateliers. On peut aussi apprendre différemment. Non, on apprend à lire, alors, à si écrire, vous prenez, par à exemple, compter de manière écoles, extrêmement basique. Oui, alors si vous voyez... Laissez juste Charlotte Rossettini rattraper aussi son retard de temps de parole. Allez-y. Il y a des formes aussi d'éducation parallèles qu'il faut aussi inclure dans notre mode d'éducation. Je pense que c'est important et il faut aussi reconnaître la différence entre les élèves. Tous les élèves ne vont pas rentrer dans le moule et donc c'est vraiment aussi important de prendre cette différence que tous les enfants peuvent avoir. Tous les enfants ne vont pas apprendre au même rythme, tous les enfants ne vont pas apprendre de la même manière et tous les enfants n'ont surtout pas les mêmes chances. Un enfant qui vient d'un milieu aisé, qui part en vacances, qui va dans les musées, qui va au cinéma, il va avoir une ouverture beaucoup plus facile. Et l'école est là aussi pour gommer ces différences. Et l'école doit aussi apporter la culture, parce que la culture, c'est après l'ouverture pour plein de choses. Ça vous fait sourire ?
C'est incroyable d'entendre que l'école doit aussi apporter la culture. Je crois qu'on est en train de disserter sur l'école comme si on parlait dans un salon d'une réalité artistique. Aujourd'hui, l'école vit une tragédie absolue. Ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui sont littéralement broyés par le fait qu'on a effectivement transformé les salles de classe en annexes de la cour de récréation, qu'on a rompu avec l'idée de la transmission des connaissances comme principe de l'enseignement, et que beaucoup d'enseignants souffrent profondément, et j'en suis moi-même le témoin, de cette situation absurde dans laquelle on les a mis d'être les accompagnateurs de la défaite de leur institution pour laquelle ils ont engagé leur vie. Si on peut rendre aux enseignants leur travail, refaire confiance à leur savoir, je crois qu'on aura tout gagné. Il faut déjà embaucher du personnel. Mais non, mais c'est pas une question de... On a recruté 60 000 enseignants en plus et on n'a jamais eu des enseignants démoralisés. Vous avez plus d'avance sur le temps de parole, qu'on va pouvoir s'afficher dans un instant, mais allez-y. Donc déjà, il y a ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. C'est aussi d'apporter cette chance que les enfants peuvent avoir de développer leur culture, histoire qu'ils puissent être des citoyens complètement intégrés. Il faut aussi donc penser effectivement à la mixité scolaire. Il faut savoir que des classes où il y a une vraie mixité sociale sont des classes qui réussissent le mieux. Donc il faut arrêter ces petits... voilà, effectivement, c'est ce que tu disais. Il faut arrêter de couper les élèves en fonction de leurs milieux sociaux. Et en fait, et pour finir, excusez-moi, il y a aussi quelque chose qui est très important. Il faut aussi s'occuper des élèves handicapés. Et il faut vraiment recruter du personnel compétent et adéquat pour accompagner ces enfants, parce que c'est super compliqué quand vous avez un enfant handicapé de pouvoir le scolariser dans de bonnes conditions. Et ça doit vraiment être une priorité de notre prochain, de notre président. D'accord sur cette question. Ça passe aussi par une déclochardisation des bâtiments. Oui, à la rénovation des bâtiments et puis surtout les mettre aux normes, tout simplement. Et accessibles. Sur le handicap, pour être très clair, je partage vraiment ce point-là, Emmanuel Macron avait dans son programme la création réelle d'une filière métier pour les assistants handicapés, qui s'occupent des handicapés, et de les titulariser et pas vivre ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les familles changent d'auxiliaire scolaire tous les ans, n'ont pas de raison d'en changer parfois. Donc il y a vraiment la nécessité de travailler cette filière métier. Je vous propose une chose, c'est que puisque l'État en ce moment achète des hôtels Formule 1 pour y loger des migrants, mieux vaudrait utiliser... C'est peut-être un autre sujet. Mieux vaudrait utiliser ces fonds. Non, ça rejoint, c'est de l'argent public. C'est de l'argent public, mais c'était sur la thématique de l'éducation, c'est pas la seule. Et on va relancer un tour de table sur un sujet qui n'était pas prévu. On va voir les temps de parole qui vont s'afficher. Vous êtes tous plus ou moins autour de 4 minutes. Alors, les temps de parole sont assez loin de moi, je ne les vois pas s'afficher. Voilà, ce que je sais, c'est qu'Olivier Pareja, vous avez le plus de retard, donc c'est vous qui allez commencer à présent. Dans la préparation de cette émission, je vous avais proposé de mettre en avant une thématique, une carte blanche, la thématique qui vous tenait le plus à cœur. On va faire ce tour de table. On va commencer avec vous, donc Olivier Pareja. Quel est un petit peu le sujet que vous entendez porter plus que les autres dans cette circonscription? Je pense qu'assez logiquement, je vais porter des sujets qui tournent autour de la transition écologique. Donc la transition écologique, et ça rebondit sur d'autres sujets qui sont l'emploi par exemple. Donc la transition écologique, ça va être la transition énergétique. Donc sortir des énergies fossiles, sortir du nucléaire. Et ça, on peut y arriver dans un délai relativement court et imaginer qu'en 2050, on soit à 100% d'énergie renouvelable en France et qu'on sorte du nucléaire vers 2027-2030, suivant le plan. Donc, ça, c'est des choses qui vont être génératrices d'emplois. Aujourd'hui, on voit par exemple que, c'est un article qui est paru cette semaine, il y a plus de 10 millions d'emplois dans les énergies nouvelles dans le monde. Ce cap a été franchi récemment et qu'on voit que finalement, presque la moitié sont en Chine et plus de la moitié en Asie. Ça veut dire que globalement, on n'investit pas en Europe, on n'investit pas en France sur ces énergies nouvelles qui seraient des filières à développer, des emplois à créer. De la même façon, on peut développer aussi l'agriculture. L'agriculture biologique, qui est elle aussi en train d'augmenter, est beaucoup plus consommatrice d'emplois, génératrice d'emplois, et ça représente aujourd'hui près de 10% des emplois. Donc la transition énergétique, c'est mieux pour la planète, au sens, ça va limiter le réchauffement climatique, donc ça va nous permettre de vivre mieux demain pour nos enfants. C'est meilleur aussi pour la santé. Si on travaille sur les transports, on va limiter la pollution, qui est quand même un fléau en
Île-de-France, où on a des pics de temps en temps, mais on a, en dehors des périodes de pic, on a de la pollution en permanence. Donc il y a des choses à faire et qui sont en même temps génératrices d'emplois et bonnes pour la santé et qui préparent l'avenir, non pas de la planète, qui sera toujours là, mais de nous vivant sur cette planète et vivant en bonne intelligence avec le monde entier, car je ne rejoindrai pas monsieur du Front National sur l'accueil des migrants. Aujourd'hui, le dérèglement climatique fait que certaines zones du monde souffrent déjà de sécheresse, souffrent déjà de désertification, et ces gens-là se retrouvent dans des situations tellement pas possibles qui génèrent soit des conflits, soit des migrations massives. Il faut aussi que, quelque part, on ait une ambition importante de corriger ces effets et de développer les fonds de compensation dans ces pays-là pour corriger un peu ce que nous, pays industrialisés, avons fait de la planète. Thierry Perret, je vous passe justement la parole. Je précise qu'au cours de cette carte blanche, vous pouvez aussi intervenir si vous souhaitez réagir sur ce qui a été dit et ensuite développer. J'avais aussi envie de parler d'écologie parce qu'en effet, et là c'est le seul point sur lequel je suis d'accord avec M. Parijard, mais nous avons peu parlé d'écologie, or c'est un sujet éminemment important. Mais je crois que l'écologie, c'est avant tout, finalement, ça revient au patriotisme économique. L'écologie, ça consiste, dans un premier temps, à consommer et à produire au plus près de la consommation. Là-dessus, nous allons être d'accord. Couper du bois dans les Vosges, l'envoyer à l'autre bout du monde pour le transformer et le renvoyer par bateau à Paris pour être vendu dans les magasins à Paris et en France, c'est totalement absurde. Totalement absurde. Donc le patriotisme économique, c'est un exemple, hein, bien évidemment, il y en a plein d'autres, et je crois que le patriotisme économique est quelque chose qui nous remettrait bien les pieds sur terre, qui aiderait bien... Quand vous êtes en Alsace, c'est plus simple d'aller chercher des choses en Allemagne que d'aller en Bretagne. Donc le local ne s'arrête pas à la frontière. Le patriotisme économique, ça n'est pas que ça. Le patriotisme économique, il y a le mot économique dedans. Qu'est-ce qu'on veut à un moment donné? Non, mais quand vous dites patriotisme, vous vous arrêtez à la frontière de la France. Ah bah absolument, oui. Donc, absolument. Ce qui n'est pas forcément très écologique. Si, enfin je veux dire, je vois pas où est le... Par exemple, en Alsace, il vaut mieux traverser le Rhin et aller... 300 km, on va pas jouer sur 300 km, le débat n'est pas là. Non mais ne jouez pas sur les mots, vous comprenez bien ce que je veux dire. Moi je suis locavore, personnellement c'est 80 km mon truc, donc... Thierry Perret, la définition de locavore c'est 80 km. Le patriotisme économique, c'est défendre l'économie de notre pays. Je vous rappelle qu'on a 7 millions de chômeurs, qu'on a quasiment 10 millions de pauvres, qu'il y a 10 millions de personnes qui, tous les jours, se demandent ce qu'ils vont pouvoir manger le lendemain. D'où la transition écologique. Ils ont les moyens. Le patriotisme économique, c'est à un moment donné donner la priorité à notre pays, à nos industries, à nos entreprises, à nos TPE, à nos PME, qui sont fortement créatrices, qui ont des capacités phénoménales. Aujourd'hui, en France, on a tous les talents qu'il faut pour tout fabriquer, tout construire, tout imaginer. Revenons les pieds sur terre sur ce sujet-là et arrêtons cette mondialisation qui est en train de nous broyer tous, certains sans s'en rendre compte. Thibaut Marchal, c'est à vous. Vous avez à peu près 2 minutes. Pour les autres, ce sera autour d'une minute, un peu plus pour Charlotte Rossettini, j'y reviendrai. Et puis ensuite, on passera aux conclusions parce qu'il faut avancer et il y a d'autres candidats qui vont venir nous rejoindre après. Oui. Alors moi, je voulais parler surtout du social et de de l'ordonnance qui vise à faire une loi El Khomri XXL et à précariser encore les travailleurs et à revenir sur le droit du travail. Donc, nous, évidemment, ce que l'on propose, c'est l'inverse. C'est d'abord l'abrogation de la loi El Khomri. C'est un travail en intelligence dans l'entreprise avec de nouveaux droits pour les salariés. La démocratie, aujourd'hui, elle s'arrête aux portes de l'entreprise. On dit en économie qu'il y a 2 facteurs de production, le travail et le capital. Sauf qu'on voit que ceux qui prennent les décisions, ce sont les propriétaires du capital. Les représentants des travailleurs sont consultés. Ils n'ont pas de poids de décision dans l'entreprise, c'est un problème. Il n'y a pas de démocratie réelle dans l'entreprise et c'est un problème pour nous. Dans la 6e République, on propose que les salariés soient impliqués dans l'entreprise. Et on propose la concertation, le dialogue, la démocratie partout, tout le temps. Et passer en ordonnance ou en 49.3, c'est l'inverse de la démocratie. Vous aurez noté que 49.3 et ordonnance, c'est pas la même chose. Hein. Tout à fait. Je dis Non mais c'est intéressant parce que juste une aparté parce que comme je suis DRH, je me sens un peu voilà. Vous savez que votre temps de parole après pour la carte blanche. Vous savez que le syndicat qui signe le plus d'accords d'entreprise est le syndicat qui ne signe jamais rien en centrale au niveau national. Donc le syndicat qui est le plus revendicatif de manière visible dans les rues en France au niveau national est le syndicat qui a bien compris que les accords d'entreprise, c'est ce qui faisait la différence pour les salariés. Donc ça, je pense que c'est des vérités qu'il faut aussi entendre à un moment donné et ne pas être dogmatique sur ces positions. L'accord d'entreprise,
Les syndicats, ils font la démocratie de l'entreprise. Les chefs, il va vous rester que quelques secondes en ce cas. Thibault Marchal, je vous laisse conclure. L'idée, c'est d'apporter de nouveaux droits, de revenir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. C'est un protectionnisme solidaire, c'est sortir du nucléaire, du diesel, des OGM, comme nous le propose Macron. C'est refuser la hausse de la CSG qui va réduire les pensions. C'est refuser la pression sur les chômeurs qui doivent absolument accepter une offre d'emploi au bout de la deuxième, sinon ils n'ont plus rien. C'est refuser les politiques d'austérité et tous les traités européens qui permettent par exemple les travailleurs détachés qui ne sont ni profitables aux Européens, travailleurs européens qui finalement en souffrent dans leur vie sociale et familiale, même s'ils gagnent plus d'argent, et les travailleurs français qui en souffrent également. Très bien, c'est parfait, vous êtes arrêté comme il faut. Vous êtes à 5 minutes 15 de temps de parole, 5 minutes 18 pour Thierry Pérez et pour Olivier Pareja, 5 minutes 30. Charlotte Rossettini, c'est à vous, 1 minute 30, ce serait parfait, et ce sera 1 minute chacun ensuite pour M. Bellamy et M. Bécher, avant de passer à vos conclusions à chacun et à chacune. Alors moi, j'aurais pu parler aussi effectivement de la loi travail, de l'écologie, sachant qu'on a quand même un gouvernement qui n'est pas vraiment pro-écologie. On l'a bien vu avec la nomination d'un Premier ministre qui est quand même pro-nucléaire. On l'a bien vu aussi pendant les prises de position, pendant la présidentielle d'Emmanuel Macron, qui est quand même pour l'élevage intensif, qui est pour la chasse. Alors moi qui suis militante pour la cause animale, c'est des questions qui me touchent beaucoup. Puis on voit... C'est que la chasse a un grand intérêt sur le plan écologique. Hein. Oui, on en reparlera après parce que pas du tout. Mais bon, bref. Si. Donc moi, je vais vous parler aussi d'un sujet qui est super important, qui est un sujet de santé publique. C'est les perturbateurs endocriniens. On l'a encore vu aujourd'hui. La Commission européenne va voter là dans les jours la possibilité de relancer la procédure d'autorisation du principal composant du Roundup. Alors il faut savoir que le Roundup c'est dangereux. Hein. Il y a beaucoup d'agriculteurs, exactement. Qui sert à désherber. Il y a des augmentations de cancer. Il y a la maladie d'Alzheimer aussi, et il y a surtout exactement. C'était ma phrase d'après, monsieur. Donc si vous pouviez arrêter de couper la jante féminine, ce serait sympa. Donc voilà, puberté précoce aussi chez les enfants, donc c'est super grave. C'est un vrai problème de santé publique. Il faut savoir que les perturbateurs endocriniens, vous les avez partout, dans les cosmétiques, dans les appareils électroniques et surtout dans l'alimentation. Et il faut vraiment agir au niveau européen, instaurer un grand plan de recherche, partager aussi avec les autres pays nos avancées. Il faut vraiment complexifier aussi les tests et surtout interdire les perturbateurs endocriniens. Je vous trouve très tolérante là-dessus parce que vous avez voulu cette Union européenne, vous l'avez. Moi, j'aime l'Europe. L'Union européenne a dit effectivement aujourd'hui ou vous n'aurez hier. plus de temps pour conclure. Ce sera votre punition pour m'avoir coupé dans mon lancement. A dit le rapport des experts sur les perturbateurs endocriniens. On l'oublie. Ah ouais. Voilà. C'est bien le problème de l'Europe en ce moment. Je disais donc François-Xavier Bellamy, c'est à vous. Quelle est votre carte blanche, le sujet sur lequel vous allez mettre l'accent pendant ces jours de campagne qui restent? Il y aurait tellement de sujets sur lesquels il faudrait travailler. Choisir, bien évidemment. J'étais très heureux qu'on parle d'éducation parce que je crois vraiment que c'est vraiment le sujet majeur pour l'avenir de notre pays. Mais s'il fallait parler d'un autre sujet qui me paraît vraiment décisif, c'est la question de l'emploi. Aujourd'hui, on est vraiment au bord de la rupture et on l'a vu à l'occasion de ces élections présidentielles où les Français ont voté en quelque sorte malheureusement les uns contre les autres par classe sociale, par milieux sociaux plutôt qu'autour de projets. Je crois que fondamentalement nous n'arriverons pas à déverrouiller ce frein qui pèse sur notre pays si nous ne libérons pas d'abord les capacités des entreprises à investir, à agir, à recruter. Et ça ne se décrète pas malheureusement. On ne décrète pas la création d'emplois. On ne peut que la servir. Aujourd'hui, l'État est devenu le premier boulet de ceux qui dans notre pays créent de l'activité. Je le vis moi-même comme président de la mission locale. Je m'occupe tous les jours de ces centaines de jeunes que la mission locale de Versailles et des environs accompagne. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à rentrer dans le monde du travail parce que la France est le pays qui charge le plus le travail. C'est le 115e pays sur 138 qui complique le recrutement, qui complique le fait de maintenir et de développer une activité. Et donc aujourd'hui, malheureusement, alors que nous avons des millions de chômeurs dans notre pays, eh bien, nous sommes incapables de libérer les efforts de nos entreprises, de libérer les efforts de tous ceux qui, dans notre pays, pourraient créer de l'activité. C'est la condition vraiment pour que nous puissions refaire demain une société solidaire et c'est ce dont nous avons vraiment, je crois, le plus besoin. Revenir sur les charges des entreprises, c'est dire l'éternel leitmotiv, la croissance. Mais cette croissance, déjà, on ne l'a pas connue depuis les années 60, donc la rêver pour demain, c'est
totalement illusoire. Et il faut quand même savoir que la plupart des emplois qu'on perd, ce n'est pas des localisations, mais c'est principalement, aux 3/4, c'est de la productivité, c'est de la robotisation, c'est de l'automatisation. Moi, donc, je finis ma phrase. En deux mots. La seule façon d'arriver à ne pas faire un monde où d'un côté on a des riches qui ont du travail et de l'autre on a toute une série de laissés pour compte de travailleurs précaires, c'est de partager le travail qu'il y a en conséquence de la productivité qui, sur le niveau international... C'est un peu plus que 2 mots. Je peux vous donner Didier Bécher, excusez-moi, Didier Bécher. Je pense qu'on aurait dû faire un débat juste sur l'emploi parce qu'il y aurait des choses... On essaie de le faire sur l'éducation en partie et je voulais aussi vous laisser le temps de vous exprimer. Moi j'ai choisi une carte blanche rapidement parce que c'est le 5e point de mon programme pour la circonscription. Les Jeux Olympiques parce que c'est quelque chose de fédérateur. Ce sera un grand événement familial. On sait aussi qu'en termes d'infrastructure, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et on a dans les Yvelines 108 sportifs de haut niveau, donc ce qui nous met sur le podium de manière assez intéressante. Et donc moi je m'investirai personnellement dans ce dossier. On a la chance d'être la circonscription où on va avoir sur chacune de nos 3 villes une épreuve des Jeux Olympiques. Avec le golf, le vélo à Montigny et le cheval à Versailles. Donc voilà une belle fête populaire. Je pense qu'on pourra être fiers si on obtient les Jeux Olympiques et on y contribuera dans la circonscription de manière importante. Et vous n'êtes pas du tout d'accord, on l'a bien compris, sur le bout de la table. Moi je suis très pragmatique, vous savez, donc fédérer, je sais ce que ça veut dire. Et voilà un événement qui pourra fédérer. Dans les anciennes villes qui ont accueilli écoutez, je ne crois pas regarder le Vélodrome. En 2012, il a été construit, il marche très bien. Mais combien coûte à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines? Ce serait aussi un autre sujet et vous serez invité lorsque nous organisons cette émission concernant les Jeux Olympiques. Le verdict pour les Jeux Olympiques, ce sera en septembre. Je rappelle qu'il reste la ville de la candidature de Paris, auquel Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles s'est associé. Il y a aussi Los Angeles. Et selon les dernières rumeurs, Paris était plutôt en bonne position. Voilà pour finir le dossier Jeux Olympiques. La conclusion à une vingtaine de secondes chacun, s'il vous plaît. Et vous serez à peu près à 6 minutes et l'équité sera plus que respectée. Olivier Pareja, une vingtaine de secondes, s'il vous plaît, pour conclure, si vous le souhaitez. Pour conclure, moi je vois bien aujourd'hui qu'il y a plusieurs propositions qui sont franchement différentes. D'un côté, on veut continuer dans les vieilles recettes et il y a des autres propositions alternatives, en particulier portés par des députés écologistes qui vont vers un partage, vers plus de solidarité et vers plus d'écologie. Et c'est bon... Pardon ? C'était juste le moment de la conclusion, je vous l'ai dit. Voilà. Je vous ai coupé dans l'élan. Je recommencerai. Non, donc je disais oui que c'est bien avec plus de démocratie locale. Il y a des tonnes d'initiatives citoyennes qui pallient au manque de volonté de tous les politiques qu'on connaît. Et ces initiatives citoyennes, il faut les porter à l'Assemblée nationale et c'est pour ça qu'il faut des députés écologistes. Pour le Parti socialiste, Charlotte Rossettini, oui, alors, pareil, quinzaine de secondes, 20 secondes maximum. Allez, challenge. C'est une conclusion rapide. Donc il va falloir vraiment qu'on apaise aussi notre monde politique. Il va falloir vraiment aussi que les politiques et le prochain député de la circonscription aient un discours bienveillant et apaisé. Il faut vraiment qu'on redonne confiance à nos concitoyens, qui puissent vraiment s'engager et qu'il y ait vraiment un vrai renouvellement et qu'on arrête aussi de nous dire que le renouvellement, ça passe par des personnes qui sont forcément déjà élues. Chaque citoyen a sa place à l'Assemblée nationale. Les employés, ceux qui touchent le SMIC, on a tous le droit d'être représentés. Thibault Marchal. Pour la France Insoumise. Moi, je voudrais conclure en disant que je me demande quelles sont les priorités de Macron et de son gouvernement dans les premières semaines de son mandat. Est-ce que c'est lutter contre la pauvreté, lutter contre l'urgence écologique? Non, c'est détricoter le code du travail. Rien sur un investissement massif de l'État pour créer des emplois dans les frontières de l'humanité, dans l'agriculture, dans la mer, dans l'espace, dans le numérique. Il n'y a pas de grand emprunt comme nous le proposons dans l'avenir en commun. Thierry Pérez, Front National. Écoutez, moi j'avais envie de dire que je voudrais donner, par le vote Front National, je voudrais donner espoir aux Français parce que je suis assez inquiet pour eux. Lorsque je vois ce qui se profile dans les mois et les années qui viennent, M. Macron considère la France comme un pays de consommateurs. Considère la France non pas comme un pays mais comme un territoire, un marché. Et je suis extrêmement inquiet de ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. Didier Bécher. Nous voyons depuis 15 jours notre président Emmanuel Macron à l'œuvre et je crois que la France est de retour sur la scène internationale. Je pense qu'on peut avoir beaucoup de fierté de ce qu'on vient de voir ces derniers jours. La presse internationale est unanime par rapport à l'action de notre gouvernement. On a fait ce qu'on a dit qu'on ferait. On a un gouvernement d'union nationale qui est à l'œuvre, qui travaille rapidement. Et ça, je pense que c'est une vraie garantie. Par contre, si on veut mettre en place
le plan de transformation sur lequel Emmanuel Macron s'est engagé, il faut une majorité forte à l'Assemblée nationale. Tout ce qui ressemblerait à ce que nous connaissons depuis 30 ans et bricoler et s'arranger avec d'autres partis ne permettra pas de transformer la France. Il faut donner une majorité à Emmanuel Macron et donc voter pour les candidats de La République En Marche. Et François-Xavier Bellamy. Ce que je crois, c'est que dans cette élection, il faut que les gens puissent voter pour les idées qui leur appartiennent. Il faut proposer un projet qui soit transparent, cohérent, pour que demain leur voix soit portée au Parlement de façon bienveillante, constructive, intelligente, mais en assurant aussi cet équilibre démocratique qui est la condition de notre vie institutionnelle, de notre vie parlementaire. L'efficacité d'un gouvernement n'a jamais été liée au fait de détenir un parti unique, et je crois que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est vraiment de ce pluralisme intelligent, bienveillant, mais qui soit en même temps la condition de cet équilibre dont nous avons vraiment besoin. Et c'est sur le terrain qu'il se construit. Merci à tous les 6 d'avoir participé à cette première partie de débat concernant la première circonscription. Si on peut voir les temps de parole qui s'affichent. Olivier Pareja, vous aviez le plus de retard finalement. Vous êtes parmi les premiers avec 6 minutes 50 de temps de parole. Je rappelle que c'est l'équité qui s'applique comme le recommande le CSA et que ça s'équilibre aussi avec les différents reportages que nous consacrons à cette campagne au cours de nos éditions du journal, dans les autres émissions également. Merci à tous les 6. L'émission 7-8 débat concernant 7-8 politique, débat concernant la première circonscription va se poursuivre dans un instant, juste après ce reportage rappelant les principaux enjeux dans la première circonscription. L'échiquier politique de la première circonscription va-t-il basculer? C'est la question qui se pose depuis le départ annoncé le 23 janvier dernier du député DVD sortant François de Mazières. L'homme politique en place depuis 2012 sur cette circonscription qui regroupe une partie de Versailles, Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt ne se représentera pas pour se consacrer exclusivement à son mandat de maire sur la cité versaillaise. Ce dernier laisse la place à une nouvelle génération de politiciens sur le secteur et la lutte pour sa succession s'annonce ouverte. 14 candidats se sont lancés pour remporter la circonscription, bastion d'une droite traditionnelle où François Fillon a réalisé 43% des suffrages au premier tour de la présidentielle à Versailles et où François de Mazières a été élu avec 56% des voix au second tour en 2012. François-Xavier Bellamy, candidat Les Républicains, est annoncé comme le favori de ces élections dans une circonscription avec 38,6% des cadres en milieu urbain et qui vote à droite depuis 1963. Adoubé par le maire de Versailles, ce professeur de classe préparatoire à Paris âgé de 31 ans est adjoint chargé de la jeunesse et de l'enseignement supérieur dans la cité royale. Son principal adversaire devrait être Didier Bécher, l'homme de la République En Marche à Versailles, rallié de la première heure au nouveau président de la République pourrait surfer sur la dynamique Emmanuel Macron. Il tentera de convaincre une population aisée avec un revenu médian mensuel de 2 440 €. Autre outsider pour la députation, le Front National, troisième dans la circonscription en 2012 avec 7,94% des voix. Le parti de Marine Le Pen a également réalisé 23,85% des suffrages au deuxième tour de la présidentielle. Thierry Pérez, chef d'entreprise de 50 ans, espère donc réaliser un bon score pour le FN. Pour cela, il misera sur les 8,2% de chômage dans la circonscription et un taux de pauvreté de 12,4%. De son côté, le Parti socialiste espère faire aussi bien qu'en 2012 où Isabelle Tisse-Saint-Jean s'était hissée au deuxième tour face à François de Mazières mais s'était incliné avec 43,3% des voix. Pour faire aussi bien, le PS a investi Charlotte Rossettini, 31 ans, qui vit à Versailles et a fait ses études à Montigny-le-Bretonneux. Mais le Parti socialiste a moins la cote sur la circonscription qui compte un peu plus de 132 000 habitants. La France insoumise, représentée pendant la présidentielle par Jean-Luc Mélenchon, pourrait cette fois-ci terminer devant le PS comme au présidentiel à Versailles, Guyancourt et à Montigny-le-Bretonneux. Le jeune Thibault Marchal sera le candidat du parti. Enfin, 9 autres candidats seront également dans la course. La droite conservatrice sera représentée par François Billot de Lochner. Nicolas Jacot-Carmichael, candidat DVD, se présentera aussi pour le siège de député. On retrouvera Emmanuel Beaujean, Jean-Loup Leroux, Nicolas Robin, Plinat, Geneviève Kujoski, Olivier Pareja, Paul de Béon et Florence Imbert. L'échiquier politique. Le débat du premier tour se poursuit sur cette première circonscription des Yvelines. Ce sont à présent 4 nouveaux candidats qui nous ont rejoints. Nous accueillons à présent Nicolas Jacot-Carmichael. Vous êtes candidat dans cette première circonscription d'hiver droite. Nicolas Robin Plinat face à vous pour l'UPR. Emmanuel Beaujean pour Debout la France et Geneviève Kujoski pour le Parti communiste français. Merci à tous les 4 et bonsoir. La règle est la même que sur la première partie de l'émission. Le temps de parole est chronométré. Vous pourrez échanger les uns avec les autres. Premier tour de table et cette question, la même que tout à l'heure, simple, pourquoi les électeurs devraient vous faire confiance pour ce vote? La première chose, je crois, c'est qu'ils doivent aller voter. Indépendamment de voter pour moi, ils doivent aller voter parce que je rappellerai à tout le monde que le premier parti de France aujourd'hui, c'est les abstentionnistes, les votes blancs. Et c'est grave. Et c'est pour ça que j'incite tout le monde à aller voter. Ensuite, pourquoi voter pour moi ?
parce que je suis un candidat indépendant, c'est-à-dire qui ne dépend pas d'un parti, qui ne dépend pas d'une ligne directrice fixée par d'autres, qui ne dépend pas d'un groupe de pression, de lobby, etc., et qui est ancré dans la vie civile, dans le sens où depuis 25 ans, je suis commerçant à Montigny-Montonneux, né à Versailles, et au quotidien, j'entends, je réagis à la vie quotidienne des Français, et je crois qu'un candidat qui sait ce que c'est que la vie des Français est à même de proposer ou de corriger ce que les députés auront à faire pendant la législature. Nicolas Robin Plinat pour l'UPR. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je vais me présenter. Je suis versaillais. J'y ai fait mes études de la maternelle au lycée, une classe préparatoire à Saint-Germain-en-Laye, une maths P à Sainte-Geneviève, puis j'ai fait l'école des ponts et chaussées. Après, j'ai passé l'agrégation de mathématiques et j'ai enseigné dans les Landes, puis en Guyane. En 2012, mon père a eu un très grave AVC et j'ai choisi de me mettre en disponibilité pour m'occuper de lui à plein temps, ce que j'ai fait jusqu'à son décès le 17 mars 2016. Au cours des heures que je passais auprès de lui, j'ai découvert l'Union populaire républicaine par le biais d'une conférence de son président fondateur François Asselineau, que j'ai rejoint au bout d'un an. J'ai pris la responsabilité de la délégation des Yvelines un an après, et dans la continuité de cet engagement, je suis maintenant candidat dans la première circonscription. Alors pourquoi voter pour moi? Déjà parce que mon casier judiciaire est vierge, ce qu'on exige de chacun de nos candidats. Ensuite, parce que je connais bien les sujets auxquels je suis attaché, à savoir les questions bien sûr d'éducation. C'est pour ça que je suis content que ce soit un thème que vous nous proposiez ce soir, puisque j'ai enseigné dans les Landes, puis en Guyane. Et ensuite parce que, suivant l'article 4 de la Constitution, les partis politiques présente une diversité d'opinions et je pense que nous ne sommes pas dans une pensée unique et qu'il est intéressant de faire connaître à l'ensemble des Français les analyses que développe l'Union populaire républicaine. On passe à vous pour Debout la France. Emmanuel Beaujean. Bonsoir, moi j'ai 34 ans, je suis journaliste et je viens de Versailles et je pense qu'il est important d'apporter un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale et d'apporter aussi à la représentation nationale des personnes neuves. Je suis quelqu'un d'intègre et il me semble qu'il faudrait des personnes qui soient fermes en tant que députés pour défendre à la fois l'identité de la France, la grandeur de la France et puis aussi savoir se défendre, ne pas entrer dans des compromissions avec le gouvernement, avec des lobbies et pouvoir aussi se battre contre le communautarisme. Et pour conclure ce premier tour de table, c'est à vous. Geneviève Kujawski, donc je suis candidate pour le Parti communiste français. Alors pourquoi voter pour une candidate du Parti communiste? Parce que vous aurez une députée qui lutte sans cesse contre les inégalités sociales, une députée qui défendra le maintien et le développement des services publics de qualité avec les moyens nécessaires en personnel et en matériel, car seuls les services publics garantissent la vraie égalité de tous les citoyens sur le territoire. Merci pour ce premier tour de table. Emmanuel Beaujean, je vais commencer avec vous. C'est vous qui avez le mot parlé jusqu'à présent. La thématique, ce sera la même que sur la première partie de cette émission. Je le rappelle, nous avons dû scinder cette émission en 3 groupes puisqu'il y avait de nombreux candidats sur cette circonscription, 14, et nous ne pouvons pas accueillir, vous le voyez bien, plus de 5-6 personnes simultanément. Veuillez nous en excuser, mais on veille à ce que ce soit l'équité le maximum et que chacun puisse s'exprimer dans les mêmes conditions. Concernant l'éducation, puisque c'est la thématique qui a été retenue, j'aimerais avoir vos différentes propositions. Pour Debout la France, il est question de reconstruire l'école du savoir, notamment. Ça signifie quoi ? Alors ça signifie qu'on a vécu pendant des années avec les ravages du pédagogisme et de programmes scolaires qui allaient vers un nivellement vers le bas. J'ai l'impression que le niveau du bac actuel est inférieur à celui du brevet des collèges des années 80. Et il me semble qu'il faut ressusciter les savoirs fondamentaux. Je vois que dans certaines filières, on a désormais plus que 2 heures de français ou 2 heures de mathématiques. Ça me paraît complètement aberrant et je ne pense pas que ce soit rendre service à nos enfants que de les priver des savoirs fondamentaux. Je suis favorable à une école de la République laïque, à la méritocratie et on assiste désormais à de plus en plus d'exil d'enfants vers le privé et je suis favorable à l'école de la République publique. Et il faut, en ce sens, ressusciter donc les savoirs fondamentaux et je pense qu'il faut aussi mieux connaître son histoire, parce qu'on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où l'on vient. Donc enseigner davantage l'histoire, enseigner davantage le français, puisqu'on ne peut pas maîtriser le monde si l'on ne domine pas sa langue maternelle.
Il y a eu plusieurs propositions et plusieurs changements qui pourraient survenir avec l'élection d'Emmanuel Macron. La fin du décret sur le redoublement, qui rendait le redoublement exceptionnel, une plus grande autonomie aussi aux établissements. J'aimerais aussi avoir vos sentiments aux uns et aux autres sur ce qui éventuellement pourrait se mettre en place. Revenir sur les rythmes scolaires aussi serait une bonne chose. Oui, il me semble qu'il y a une mesure qui va dans le bon sens déjà pour rétablir davantage de savoirs fondamentaux au CP et au CE1 afin que les élèves sachent rapidement lire et écrire. En ce qui concerne les rythmes scolaires, je pense qu'il faut le rythme qui est nécessaire pour l'enfance. Si on a une semaine qui est longue et qu'on travaille par exemple le samedi matin, ça ne me semble pas un problème si les matières sont bien réparties. Je pense que dans les dernières années, on a trop fait attention aux parents d'élèves pour qu'on leur préserve des week-ends. Le plus important, ça reste l'enfant et son émancipation. Geneviève Kuchowski, sur cette question de l'éducation, peut-être vos réactions à ce qui a été dit aussi. Alors pour l'éducation, notre ambition, c'est d'avoir la même école pour tous et partout. Nous ne venons pas d'une société fragmentée où règne la peur de l'autre et la concurrence généralisée. Et c'est ce que a tendance à faire l'école aujourd'hui. L'école doit construire une culture commune à tous. Et nous demandons donc une augmentation du budget de l'éducation nationale. Alors que les classes sont surchargées, qu'il manque partout des enseignants, des médecins, des infirmières scolaires, des conseillers d'orientation. On va nous parler de suppression de postes et donc c'est pas compatible avec une éducation en de bonnes conditions. Sur ce qui a été avancé peut-être aussi par Emmanuel Macron, j'en parlais tout à l'heure, les rythmes scolaires. Les rythmes scolaires, ça a été déjà difficile à mettre en place. Je pense que ça va mettre pas mal de communes en difficulté alors qu'ils ont investi pour rentrer dans cette réforme. Alors après, l'idée, ce serait laisser le choix aux communes aussi. Voilà, bon, écoutez, s'ils ont le choix, mais bon, c'est une question de moyens. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour des moyens mis en œuvre. Nous, on veut que chaque enfant ait la même chance au départ et mettre les moyens qui vont bien. S'ils dédoublent des classes mais qui suppriment des postes ailleurs, ça ne va pas vraiment régler le problème. Nicolas Jacot-Carmichael, vos propositions, 577 pour la France qui vous soutient dans ce scrutin, à plusieurs propositions, revaloriser le métier d'enseignant, expérimenter de nouvelles pédagogies aussi. Alors je crois qu'il faut remettre l'enseignement, c'est une donnée essentielle. Donnée essentielle parce que des enfants formés, ce sont des enfants qui réfléchissent, ce sont des enfants qui arrivent à faire la part du bien et du mal, ce sont des enfants qu'on évitera de voir prendre des chemins de traverse et notamment ceux plus radicaux. Je pense aux nombreux terroristes qui sont passés à l'école de la France. La première chose, j'ai envie de dire, c'est de reprendre les choses à la base, responsabiliser les parents. Chacun doit reprendre son rôle. L'école n'a pas pour but de donner une éducation, elle a pour but de donner un enseignement. Donc les parents, il faut les responsabiliser. Ensuite, au niveau des propositions de M. Macron, il est important de ne pas tout changer tout le temps, c'est-à-dire que tout modifier systématiquement. Je crois que pour le corps enseignant comme pour les enfants, la stabilité est impérative. Le changement de programme, les réformes tous les ans, les grandes lois ministérielles, ça suffit à un moment donné, il faut donner un cadre. Évidemment, les savoirs ou les enseignements fondamentaux sont essentiels. Un enfant qui a du mal à comprendre et à lire le français ne sera jamais un bon mathématicien parce qu'il aura du mal à lire un énoncé. Autre chose très importante, ne pas oublier que dans le processus de l'enseignement, la maternelle joue un rôle essentiel. Et dans la maternelle, un rôle essentiel, c'est celui des ATSEM. Je pense qu'il faut faire très attention et créer un statut et une filière de formation spécifiquement pour les ATSEM qui accompagnent nos enfants en bas âge systématiquement et qui sont à la base de la sociabilisation des enfants. Sociabilisation, ça veut dire capacité de s'intégrer dans la société. Donc c'est une donnée essentielle. Ensuite, de mon expérience à moi avec mes propres enfants, je dirais qu'il faut un gros focus sur l'apprentissage. Et l'apprentissage doit presque devenir une norme parce que des enfants, ou des ados ou des jeunes adultes formés mais n'ayant aucune connaissance du monde réel, du monde pratique des entreprises, ne seront jamais bien employés. Du côté de l'UPR, il y a aussi pas mal de propositions concernant l'éducation, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un thème aussi que vous, personnellement, si vous êtes élu député, vous entendrez défendre. Tout à fait. Je vais parler un petit peu de mon expérience en Guyane et dans les Landes. Ce que j'ai remarqué, c'est que, sauf exception, les enfants qui réussissent, c'est les enfants dont les parents sont derrière. Je pense par exemple à Jean-Marco Satoukoumang, que j'avais en classe de seconde A au lycée Berthène-Juminaire de Saint-Laurent-du-Maroni, dont le père ne parlait pas français et qui était terrorisé à l'idée que j'écrive un mot dans son carnet, parce qu'il savait que son père, le soir, lui demanderait « Qu'est-ce qu'il a écrit là, ton prof, traduis-moi ». Voilà, j'avais aussi un autre élève que j'ai envoyé en classe préparatoire, Jean-Philippe Koumpaï, à Mana, sur la côte, en Guyane également, dont le père parlait à peine français. D'ailleurs, le ministre actuel du gouvernement Philippe I
était recteur de la Guyane entre 2004 et 2006. Et j'observe que dans le gouvernement actuel, il n'y a plus de ministre de la famille. Madame Rossignol, qui était ministre des familles sous le gouvernement de Monsieur Cazeneuve, le poste n'existe plus. Donc je pense, comme disait Monsieur tout à l'heure, qu'il faut absolument responsabiliser les parents. Vous parliez des rythmes scolaires, alors j'en parlerai pas parce que c'est un petit peu l'arlésienne, c'est un sujet qui revient systématiquement. En revanche, j'ai entendu une autre proposition du ministre de l'Éducation nationale qui est d'arrêter les devoirs à la maison. Je pense que c'est une absurdité sans nom, parce qu'une énorme partie du travail est effectuée à la maison. L'idée serait aussi de faire, si j'ai bien suivi, aussi de faire ce travail lors d'études aussi et d'accompagner les enfants en cas de besoin. Oui, bon, ça c'est des propositions cosmétiques, c'est des propositions marketing. Puis après, on va nous expliquer qu'on ne renouvelle pas des postes d'enseignants et puis on va manquer de monde pour faire ça. Je voudrais également réagir sur d'autres choses qu'ont dit mes concurrents. J'étais d'accord tout à fait avec deux choses que Madame a dites. Je pense qu'il faut favoriser la mixité sociale et imposer aux mairies de construire des logements sociaux à côté des écoles. Je pense qu'il faut s'ouvrir à toutes les cultures du monde et pas seulement à la culture anglo-saxonne. Je pense qu'il faut prohiber au sein de l'école le consumérisme. Et je proposerai d'imposer les logiciels libres à l'école. Et enfin, une proposition qui est dans notre programme, c'est que les enseignants en fin de carrière, volontaires, servent à former les jeunes collègues. On va voir s'afficher les temps de parole dans un instant. Vous avez un peu plus de retard si vous souhaitez encore vous exprimer sur cette question de l'éducation. Eh bien, nous disons que dépenser pour l'éducation, c'est investir dans l'avenir. Donc, il faut vraiment augmenter le budget de l'éducation nationale et non pas saupoudrer, comment dire, pour éviter que vraiment pour que les classes ne soient pas surchargées, en déshabiller Pierre pour habiller Paul, comme on dit. Dédoubler les classes de CP, par exemple ? Oui, mais ok, mais à condition qu'on mette le personnel qui va bien et pas le prendre dans des classes qui ont des effectifs normaux. Les locaux aussi, et tout ce qui va. Enfin, vraiment, il faut investir, il est temps d'investir dans l'école. C'est pas... Est-ce que ça doit être, selon vous, et on va refaire un tour de table sur l'éducation, le dossier prioritaire des prochains mois, prochaines années, l'éducation ? L'éducation est prioritaire. Moi, je dirais que l'éducation nationale est une richesse. J'ai un enfant de 9 ans dyslexique qui n'a pas été voir un orthophoniste pour être soigné, uniquement parce que ses deux enseignants en CP et en CE1 ont pris le temps de le suivre. Et aujourd'hui, c'est un enfant qui adore la lecture, qui me pique mes journaux, pour vous dire à quel point c'est intéressant. Et c'est une enseignante qui s'est donné les moyens. Et je crois qu'il faut impérativement revaloriser les enseignants parce que c'est d'eux que viendront la capacité à faire de nos enfants des êtres responsables qui puissent s'insérer dans la société. Et c'est une priorité aussi, comme je le rappelais, parce que le terrorisme qu'on a pu vivre vient aussi de gens qui sont perdus, et notamment, pas du fait de l'école, mais peut-être de l'absence de règles, d'éléments qui leur permettent de se trouver leur place dans la société. Si vous souhaitez réagir sur les questions d'éducation, eh bien, oui, dernier mot, et on va voir les temps de parole. Terminer en disant que seul un service public national peut offrir cette égalité des chances aux enfants de la République. Et donc les subventions au privé doivent être revues. Supprimées ? Voire supprimées, enfin... Voilà, ça, après, ça se... Alors c'est la question que je vous pose, c'est pas, oui, pas la mienne. Oui, je pense qu'on peut aller jusqu'à à supprimer les subventions publiques ou privées. Enfin, bon, voilà, je ne vais pas refaire... Si je peux en un mot, je pense aussi à l'enseignement libre sous toutes ses formes. C'est aussi des formes d'enseignement qui permettent à l'enfant de prendre confiance en soi. Il y a le public, mais il y a aussi l'enseignement libre. Dans sa généralité, je pense que c'était des enseignements importants. Le but étant de l'épanouissement de l'enfant pour en faire un citoyen responsable. On va voir les temps de parole qui s'affichent dans un instant. Juste après, ce sera la question de la carte blanche. Vous avez laissé la possibilité à chacun, à chacune de vous exprimer sur une thématique que vous considérez comme centrale dans le cadre de ce scrutin législatif. Vous le voyez, vous êtes tous à peu près à 3 minutes. Emmanuel Beaujean, en revanche, et Geneviève Kujowski, vous êtes un petit peu moins. On va commencer donc avec vous. Quel est le sujet que vous souhaitez porter devant les électeurs de cette première circonscription ? Alors moi j'ai deux sujets qui me tiennent à cœur. C'est à la fois la sécurité, parce qu'on vit une époque extrêmement grave et on a besoin de se défendre face aux gens qui nous attaquent. Je pense qu'il faut rétablir les 40 000 postes de policiers, de douaniers, de gendarmes, de soldats qui ont été supprimés sous les mandats de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il faut augmenter les budgets liés à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. En matière de sécurité, je ferai aussi
je m'intéresserai tout particulièrement à la lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis un féministe convaincu et je pense que c'est la marque d'une société éclairée de pouvoir défendre le sexe dit faible. Et en même temps, outre ces thématiques qui sont graves, la sécurité, puisque la sécurité est quand même la première liberté que l'on doit et qu'on peut octroyer aux Français. J'aimerais aussi que l'on redonne espoir aux Français et dans cette optique, j'aimerais donner plus de place à la culture, au sport et au budget de la recherche parce que je pense qu'il faut donner à la jeunesse française l'espoir et la possibilité de s'élever et donner aux Français la possibilité d'aimer leur pays, d'aimer leur métier et de s'émanciper. Vous pouvez les uns les autres bien évidemment réagir avant ensuite de vous exprimer sur les sujets que vous souhaitez vous mettre en avant. Peut-être une parenthèse sur la question de la sécurité aussi, puisque Emmanuel Macron prévoit la création imminente d'une task force à l'Elysée. Ça peut servir à quelque chose ? Alors, vous changez un peu de sujet, puisque la carte blanche que j'avais prévue, c'était... j'en parlerai tout à l'heure. On va y venir à la carte blanche. C'était juste pour faire réagir sur la sécurité, parce qu'elle a été abordée. Ok, je joue le jeu, vous me prenez au dépourvu. Donc la sécurité, nous sommes sous l'état d'urgence, sous le 6e renouvellement. Donc ça a commencé le 14 novembre 2015, suite aux attentats du Bataclan de la veille, qui s'applique sur tout le territoire français, y compris en Guyane, où je pense qu'il n'y a eu aucun djihadiste depuis Adam et Ève. Il a été renouvelé, je l'ai dit 8 fois. Moi, ce que je souhaite, c'est que mon pays n'appartienne à aucune alliance militaire permanente, ne soit pas aligné systématiquement sur le gouvernement des États-Unis d'Amérique, qu'il ne prenne pas participation à des guerres illégales. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté les discours de propagande de Daesh. Alors moi je l'ai fait parce qu'on me disait oui, ils veulent combattre la chrétienté, les croisés, imposer la charia, etc. C'est pas du tout ce qu'ils disent. En fait ce qu'ils expliquent c'est vous tuez des femmes et des enfants innocents chez nous, et ben on va faire 10 fois plus chez vous. Alors, et ça marche très bien pour recruter des gens. C'est-à-dire qu'effectivement, je refuse que mon pays participe à la coalition en Syrie. Je trouve absolument condamnable le fait que nous soyons allés détruire l'État libyen. Je considère que nous n'avons pas à être sur un théâtre d'opération en Afghanistan ou en Irak. Et donc, pour moi, il faut tirer les conclusions de tout ce que je viens de dire et sortir de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Pour le Parti communiste, quelle est votre position sur ces questions de sécurité et le renouvellement encore de l'état d'urgence, la création d'une task force ? Là, pour la sécurité, l'État doit assurer la sécurité au quotidien et agir contre l'insécurité internationale et le terrorisme. Pour cela, il ne suffit pas de décréter l'état d'urgence, il faut encore donner les moyens aux policiers, aux agents administratifs de la fonction publique aussi qui travaillent dans les ministères aussi bien de la défense que de l'intérieur, renforcer la formation aussi et revaloriser leur salaire. Il faut intégrer toutes les polices de sécurité publique dans un grand service public unifié. Donc, il faut donner les moyens donc, d'une vraie prévention avec le recrutement d'éducateurs de rue, parce que je pense que c'était vraiment efficace et qu'ils ont été pour beaucoup passés à la trappe, si on peut dire. Le retour d'une police de proximité avec les moyens humains et matériels conséquents. Alors qu'on assiste, y compris dans notre département, à la fermeture de commissariats et de postes de police, ce qui est une aberration et en contradiction totale avec les discours. Sinon, il faut également un renforcement pour la justice, pour le ministère de la Justice, la sécurité civile, la prévention et l'accompagnement social, ce qui évitera certainement de ne pas voir... nous éviterait de voir apparaître des problèmes dans des quartiers... parce qu'on n'y est pas. Voilà. J'en viens à vous sur la question de sécurité et ensuite on fera le tour de table concernant la carte blanche. Sur la question de sécurité, je crois qu'il faut que les Français se préparent à avoir une vingtaine d'années difficiles. Je crois que les actes de terrorisme d'aujourd'hui sont très semblables. Le premier, j'ai envie de dire, il vient en 1995, on l'a peut-être oublié, mais métro Maison Blanche, un jeune de banlieue de Bron s'est fait exploser dans le métro et au nom du GIA algérien. Les attentats qu'on vit depuis 2-3 ans, c'est à peu près le même scénario. C'est des jeunes de banlieue perdus. On a expliqué peut-être pourquoi tout à l'heure. On a l'état d'urgence depuis 18 mois. J'ai envie de dire qu'il faut arrêter avec l'état d'urgence parce qu'entretenir un climat de défiance et de peur auprès des Français, c'est dangereux. Le meilleur moyen de renouveler la sécurité pour nous, Français, c'est de nous prendre en main. C'est-à-dire d'être capable
de constater dans un quartier, dans un endroit, des jeunes qui partent un petit peu en vrille. C'est d'être capable, avec une police de proximité, parce que je crois que le renseignement est essentiel. L'état d'urgence ne permet pas le renseignement ou ne facilite pas, comme le dit le Conseil d'État, qui est quand même la plus haute institution administrative de France, qui nous a expliqué que l'état d'urgence avait été efficace les 3 premiers mois, voire les 6 premiers. Et depuis, on a mis une chape de plomb sur la sécurité des Français en leur disant on s'occupe de tout. Résultat, l'attentat de Nice, l'assassinat du père Hamel à Guergenville, l'état d'urgence n'a rien empêché. Et par rapport à cette forme de terrorisme on a face à nous des gens qui sont prêts à se faire exploser, on peut mettre des policiers partout dans la rue, ça ne change rien. Par contre, on se doit... Ça peut limiter néanmoins les attentats. Ça peut les limiter. Il y en a certains qui ont été déjoués. Oui, mais ça ne change pas grand-chose au fond. C'est-à-dire que l'attentat de Nice, 86 morts, on était en plein état d'urgence dans une ville la plus surveillée de France. Ça ne l'a pas empêché. Je ne dis pas que l'État ne doit pas protéger, il doit mettre tous les moyens pour le faire, mais je pense que la sécurité est une affaire de tous aujourd'hui et que nous devons, de nous prendre en main et d'être capables de regarder son voisin, comment ça se passe aujourd'hui, est-ce que tes enfants vont bien, est-ce qu'ils ne sont pas en train de dévier, etc. etc. Ensuite, effectivement, parce que vous très brièvement, je crois à la police de proximité parce que c'est impératif d'avoir un lien avec les habitants. Je crois qu'il faut favoriser et mutualiser les services de renseignement. Je crois qu'il faut renforcer aussi la coopération européenne parce que les terroristes n'ont pas de frontières. Et on s'arrêtera là, si vous souhaitez réagir sur la question de la sécurité notamment. Moi, je pense que l'état d'urgence est malgré tout nécessaire. Il faut un dispositif qui soit à la hauteur de la menace. Et certes, ça n'a pas empêché des attentats, mais comme vous le disiez, ça en a aussi permis d'en déjouer énormément. Moi, j'ajouterais une toute dernière chose en matière d'emploi. Je pense qu'il faut redonner envie aux Français d'être audacieux, d'innover et redonner du pouvoir d'achat aux Français. Ça passe par la baisse des impôts sur le revenu, ça passe par peut-être la suppression des droits de succession et puis donner la priorité aux entreprises locales et aux PME, baisser les charges des PME et donner la priorité aux entreprises qui produisent sur notre sol. J'en reviens à cette carte blanche. Alors, on a changé un petit peu le rythme de l'émission. Quel était le sujet que vous souhaitez mettre en avant dans ce scrutin ? Alors, je vais répondre, mais justement, c'est moi qui vais vous prendre au dépourvu. J'avais encore une chose à dire sur l'état d'urgence. Allez-y brièvement, parce qu'après, vous n'aurez plus le temps pour la conclusion. Pas de problème. Ce que disait monsieur est vrai et montre, à propos de l'attentat de Nice, qu'il est mal appliqué, cet état d'urgence. On le voit aussi avec Nuit debout. J'ai rien contre Nuit debout, j'y suis allé, j'ai passé une très bonne soirée place de la République, mais ça me semble aberrant qu'on permette ce genre de rassemblement en état d'urgence. La dernière chose que je voulais dire, c'est que le ministère de la Défense, qui existait depuis 60 ans, a été remplacé par un ministère des Armées. La Défense, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Moi, je souhaite que mon pays se défende et n'agresse personne. Le ministère des Armées, quelle est la prochaine étape ? Revenir au ministère de la Guerre ? Alors, je vais parler rapidement de ma carte blanche. Moi, je souhaite la faire sur la moralisation de la vie publique. Par exemple, un projet très concret que je porterai à l'Assemblée, si vous m'élisez député, c'est la mise en place d'un quorum de présence à l'Assemblée nationale pour en finir avec le scandale d'une Assemblée vide. Je souhaite également proposer la reconnaissance pleine et entière et révocatoire du vote blanc de plein exercice. Et enfin, le référendum d'initiative populaire. J'en viens à vous, Geneviève Kujowski, sur votre carte blanche, et puis ensuite on verra les temps de parole. Je sais que vous avez un tout petit peu plus d'avance, Nicolas Jacot. Puisqu'on n'a pas abordé l'emploi et l'économie, je vais... On ne pouvait pas aborder tous les sujets, oui, c'est pour ça que je vous ai laissé une carte blanche, effectivement, pour que vous puissiez mettre en avant ce que vous souhaitiez. Je vais parler de ça pour le Parti communiste. Donc, pour ce qui est du résultat des politiques économiques menées par les gouvernements, tant de droite que de gauche, nous ne pouvons faire que le constat suivant. Nous assistons à une fiscalité injuste et à une fraude massive, 200 milliards d'euros d'allègement et d'exonération fiscale, auxquels s'ajoutent 80 milliards d'euros de fraude et d'évasion fiscale. Autant de moyens en moins pour nos crèches, nos écoles, notre sécurité sociale, nos équipements et justement la sécurité, par exemple. Le quinquennat de François Hollande a multiplié les niches fiscales et sociales pour les entreprises avec le CIR, le Crédit Impôt Recherche, 5 milliards d'euros en 2015 et le CICE, plus de 19 milliards d'euros en 2016. Pour quel résultat ? Un chômage massif, des salaires bloqués, une fiscalité qui pèse lourd sur les familles et les petites entreprises. Et pour les plus riches, des rémunérations actionnariales en forte hausse, 56 milliards d'euros en 2016, des profits records pour les entreprises du CAC 40, 74 milliards d'euros, je lis parce que 2016, plus 32%. Ça suffit, assez de mots, des actes. Inutiles, coûteux, ces cadeaux sont un gâchis d'argent public. Ils n'ont même pas de compte à rendre à l'Assemblée, c'est quand même aberrant. Et nous demandons leur suppression. Le déficit public n'est pas une fatalité, comme on le voit, puisqu'il y a de l'argent qui part
dans les paradis fiscaux et tout. À l'Assemblée nationale, je lutterai de toutes mes forces, en 10 secondes. comme l'ont proposé les députés communistes, pour de nouveaux droits d'intervention des salariés dans les entreprises, pour réorienter l'argent vers les salaires, vers la formation et le développement des services publics. On passe à votre carte blanche et vous aviez un peu plus d'avance. Donc si vous pouviez très rapidement l'aborder, le sujet qui vous tient à cœur, et ce sera après le temps de conclure, puisqu'il y a encore un autre plateau juste derrière avec d'autres candidats sur cette circonscription. Le sujet qui me tient à cœur, c'est de rappeler à tous les citoyens que nous sommes responsables de nos élus. C'est nous qui les élisons, donc on a une vraie responsabilité. Il faut impérativement réintroduire la confiance. On peut regarder de la France insoumise jusqu'au Front National, toutes ces histoires, ces affaires, ces abus, ces morales, ou en tout cas ces problèmes moraux qu'on voit très récemment dans les anciens, dans les hauts partis, doivent cesser. Pour établir la confiance, il faut que les citoyens aient une offre politique en qui ils peuvent avoir confiance. Et pour cela, je les invite tous à se soucier non pas du parti, non pas du drapeau, non pas des intérêts d'un groupuscule ou de différents groupes organisés pour leurs propres intérêts, mais se soucier de la personne qui va porter leur voix à l'Assemblée. Et un député indépendant, c'est celui qui pourra interpeller ses collègues, c'est celui qui pourra se positionner non pas en fonction d'une posture d'un parti ou des intérêts de divers, mais en fonction de l'intérêt des Français, et dans ce cas, faire avancer concrètement les choses. Je rajouterai une dernière petite chose. Non, en un mot, allez-y. En un mot, voter pour un candidat indépendant, c'est faire le choix d'une vision neuve, sans céder ni aux extrêmes ni aux arrangements des partis. Je suis ancré dans ma circonscription depuis 25 ans. J'entends tous les jours dans mon commerce les Français de tout type, et je crois que je serai à même de porter au mieux leurs paroles. On va passer aux conclusions. Si on peut voir les temps de parole qui s'affichent, et je sais qu'Emmanuel Beaujean, vous avez le plus de retard, plus d'une minute, 1 minute 30 de retard sur certains. Vous n'êtes qu'à 4 minutes, les autres sont presque tous à 6 minutes. Vous aurez un peu plus de temps, donc pour conclure, les autres, ce sera une quinzaine de secondes si vous souhaitez dire un dernier mot face caméra aux différents électeurs. Allez-y. Écoutez, moi je souhaite dire en conclusion, puisque le parti que je représente, Debout la France, je souhaite que la France se relève, qu'elle puisse préserver son cadre de vie, ses libertés, donner la chance à tous ses concitoyens de devenir des personnes accomplies. Pour ma part, les priorités sont donc l'éducation, l'enseignement, redonner aussi plus de place à la culture, au sport, à la recherche. Et dans ce cadre, je pense que la France peut redevenir audacieuse. Certes, nous sommes dans un climat très grave et qui plombe avec toutes ces affaires de terrorisme, mais il faut arriver à retrouver espoir en nos capacités. C'est à vous. Nous sommes face à un choix de société où l'asservissement au travail et à la précarité à vie, ou une vie digne, faite d'un travail reconnu, avec un salaire permettant le droit à une vie épanouie pour tous, y compris à la retraite, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Vous voulez dire qu'on ne peut pas faire tous les sujets, et bien évidemment, les téléspectateurs peuvent aussi se renseigner sur les différents candidats et les programmes. La CSG va en plus toucher. Votre vote pour une députée communiste sera un marqueur fort en faveur de la seconde option. Je vous remercie. Merci. C'est à vous pour la conclusion. Pareil, maximum. Pourquoi voter pour moi? Je reprends votre question de départ. J'invite d'abord tout le monde à se déplacer au vote et ne pas laisser les autres choisir pour vous. Parce que je suis un citoyen qui partage votre quotidien depuis 23 ans, parce que je connais vos difficultés, parce que je ne suis pas l'héritier d'un parti, parce que je ne suis pas un donneur de leçons ou un professionnel de la politique, et parce que je crois qu'il est capital d'envoyer à l'Assemblée des hommes et des femmes qui ressemblent, qui rassemblent la population. Et pour le représentant de l'UPR? Je vais essayer en 15 secondes de présenter des projets que je pourrais porter à l'Assemblée nationale, à savoir créer un fonds de garantie pour les PME. Si vous avez regardé la composition du gouvernement Philippe, vous aurez vu qu'il n'y a plus de ministre ou de secrétaire d'État à l'artisanat. Et je souhaite également séparer effectivement les banques de dépôt et les banques d'investissement pour en finir avec la mutualisation des pertes et l'exclusion des profits, tout à fait, parce qu'on ne peut pas jouer à pile je gagne, face tu perds, et pour en revenir à l'activité normale que devrait être celle d'une banque, à savoir soutenir l'économie réelle. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat, cette seconde partie de débat. Il reste encore une partie avec d'autres candidats qui aussi se présentent dans la première circonscription, si on peut voir les temps de parole pendant ce temps. Je vous le disais, hein, voilà, vous avez un peu plus de retard, Emmanuel Beaujean. Je rappelle que nous respectons ce que recommande le CSA, qui est la règle de l'équité, et que ça se lisse sur l'ensemble du temps de parole accordé sur cette antenne pendant tout au long de la campagne. Merci à vous quatre. On poursuit dans un instant avec 3 nouveaux candidats qui vont nous rejoindre jusqu'après ce sujet qui fait le point sur les enjeux de cette première circonscription.
L'échiquier politique de la première circonscription va-t-il basculer? C'est la question qui se pose depuis le départ annoncé le 23 janvier dernier du député DVD sortant François de Mazières. L'homme politique en place depuis 2012 sur cette circonscription qui regroupe une partie de Versailles, Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt ne se représentera pas pour se consacrer exclusivement à son mandat de maire sur la cité versaillaise. Ce dernier laisse la place à une nouvelle génération de politiciens sur le secteur et la lutte pour sa succession s'annonce ouverte. 14 candidats se sont lancés pour remporter la circonscription, bastion d'une droite traditionnelle où François Fillon a réalisé 43% des suffrages au premier tour de la présidentielle à Versailles et où François de Mazières a été élu avec 56% des voix au second tour en 2012. François-Xavier Bellamy, candidat Les Républicains, est annoncé comme le favori de ces élections dans une circonscription avec 38,6% des cadres en milieu urbain et qui vote à droite depuis 1963. Adoubé par le maire de Versailles, ce professeur de classe préparatoire à Paris âgé de 31 ans est adjoint chargé de la jeunesse et de l'enseignement supérieur dans la cité royale. Son principal adversaire devrait être Didier Bécher, l'homme de la République en marche à Versailles, rallié de la première heure au nouveau président de la République pourrait surfer sur la dynamique Emmanuel Macron. Il tentera de convaincre une population aisée avec un revenu médian mensuel de 2440 €. Autre outsider pour la députation, le Front National, troisième dans la circonscription en 2012 avec 7,94% des voix. Le parti de Marine Le Pen a également réalisé 23,85% des suffrages au deuxième tour de la présidentielle. Thierry Pérez, chef d'entreprise de 50 ans, espère donc réaliser un bon score pour le FN. Pour cela, il misera sur les 8,2% de chômage dans la circonscription et un taux de pauvreté de 12,4%. De son côté, le Parti socialiste espère faire aussi bien qu'en 2012 où Isabelle Tisse-Saint-Jean s'était hissée au deuxième tour face à François de Mazières mais s'était incliné avec 43,3% des voix. Pour faire aussi bien, le PS a investi Charlotte Rossettini, 31 ans, qui vit à Versailles et a fait ses études à Montigny-le-Bretonneux. Mais le Parti socialiste a moins la cote sur la circonscription qui compte un peu plus de 132 000 habitants. La France insoumise, représentée pendant la présidentielle par Jean-Luc Mélenchon, pourrait cette fois-ci terminer devant le PS comme au présidentiel à Versailles, Guyancourt et à Montigny-le-Bretonneux. Le jeune Thibault Marchal sera le candidat du parti. Enfin, 9 autres candidats seront également dans la course. La droite conservatrice sera représentée par François Billot de Lochner. Nicolas Jacot-Carmichael, candidat DVD, se présentera aussi pour le siège de député. On retrouvera Emmanuel Beaujean, Jean-Loup Leroux, Nicolas Robin, Plinat, Geneviève Kujoski, Olivier Pareja, Paul de Béon et Florence Imbert. Si vous venez nous rejoindre, nous proposons depuis plus d'une heure maintenant sur TV Fil 78 un débat avec les candidats qui se présentent dans la première circonscription des Yvelines. Des débats comme celui-ci, il y en aura jusqu'à la veille du scrutin sur TV Fil 78, suivant les différentes circonscriptions que nous couvrons dans le département des Yvelines. Dernière partie concernant la première circonscription avec Jean-Loup Leroux, candidat de Lutte ouvrière. Face à vous, Florence Imbert, qui est candidate pour Demain en commun, mouvement écologiste notamment, et puis Paul de Béon qui est candidat pour Allons enfants dans cette première circonscription. Donc tous les trois, bonsoir et merci d'être venus en plateau. Vous avez sans doute suivi les premiers échanges, vous le savez, la règle est la même, le temps de parole est chronométré. Vous pouvez échanger les uns avec les autres. Le premier tour de table de la même manière, cette question simple, pourquoi les électeurs devraient vous faire confiance pour ce premier tour de scrutin? Donc le vote pour Lutte ouvrière, c'est un vote de fierté, un vote de dignité, de fierté d'appartenir à la classe des travailleurs, à la classe de ceux qui produisent tout dans cette société, qui produisent toutes les richesses. Et justement, si j'appelle à voter Lutte ouvrière, si j'appelle à voter pour ma candidature, c'est parce qu'il y a un certain nombre de travailleurs qui se reconnaissent dans nos idées, qui se reconnaissent dans notre programme, le programme qu'on défend, qui est justement la répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire, l'interdiction des licenciements, les augmentations de salaire. Nous, ce qu'on demande, c'est quand même qu'il n'y ait pas un salaire ni une pension en dessous de 1 800 € net par mois, c'est quand même essentiel pour vivre. Et pour tout ça, on demande aussi de contrôler justement, de contrôler les comptes des entreprises, de contrôler les comptes des banques, savoir où l'argent est investi, où l'argent va. Et tout ça, c'est un programme de lutte. Et justement, si j'appelle à voter Lutte ouvrière, c'est pour défendre ce programme de lutte, parce que c'est pas à l'Assemblée nationale qu'on changera les choses, c'est bien au travers des luttes, c'est bien au travers de ce qu'on fera dans les quartiers, dans les entreprises, partout où il y a des travailleurs, justement pour faire entendre nos exigences de travailleurs. Florence Imbert, c'est à vous. Même question.
Alors, Demain en commun est un mouvement qui s'est imposé de consacrer 50% des revenus qu'il aura de l'État dans des projets qui sont au cœur de la vie des citoyens. Donc, des projets de jardins participatifs, d'habitat coopératif, des projets qui permettent d'entretenir les paysages au plus près de la vie des citoyens, des projets qui permettent aussi la décroissance, c'est-à-dire le recyclage, le ressourçage et ce qu'on appelle l'urban mining en anglais, le fait de récupérer les matériaux, en particulier des déchets électroniques, pour les réemployer dans la fabrication d'objets. Et tous ces projets qui sont au cœur de la vie des citoyens, il doit y en avoir beaucoup plus, et c'est ce que nous voulons encourager en investissant une grande partie de l'argent public que nous allons recevoir comme parti, si nous sommes élus, dans ces projets-là. Paul de Béon, c'est à vous. Même question. Bonsoir. Alors, voter pour moi, c'est voter pour les enfants, et c'est tout simplement prendre le parti de la jeunesse. Le constat est très simple. L'Assemblée nationale a une moyenne d'âge de 59 ans aujourd'hui, en 2017, alors que la France a une moyenne d'âge de 41 ans. Et si on prend le Parlement réuni, la moyenne d'âge elle est de 66 ans, soit 25 ans de plus que la population française. On est donc face à une crise de la représentativité. Et à nos enfants, ça a été créé il y a 3 ans. Dans cette démarche-là, le but est véritablement d'amener des jeunes en politique. Et on s'est créé à Saint-Cloud il y a 3 ans à l'occasion des élections municipales, dans le simple but d'avoir une représentation plus fidèle de la société et d'avoir une alternative jeune et dynamique. Donc c'est dans cette dynamique-là, avec les 15% que nous avons fait, les 15% des voix que nous avons recueillies à Saint-Cloud il y a 3 ans, que nous nous présentons désormais aux élections législatives. 60 candidats de 18 à 25 ans qui se présentent avec un projet de long terme sur des grands axes qui sont l'Europe, l'écologie, le numérique et l'éducation. Le but étant toujours d'avoir une meilleure représentation de la société. Voter pour nos enfants, c'est évidemment prendre le parti de la jeunesse, mais c'est évidemment permettre à tous et vous offrir l'opportunité d'avoir enfin une Assemblée nationale qui puisse représenter la société dans son ensemble. Puisque vous parlez d'éducation, justement, c'est l'un des thèmes que vous portez dans les autres programmes aussi. Forcément, c'est quelque chose que l'on retrouve. C'est le sujet sur lequel nous allons échanger à présent. Des réformes vont venir sans doute dans les prochains mois, très rapidement, dès la rentrée, des ajustements. En tout cas, je vais vous laisser la parole, Paul de Béon, sur ce sujet-là, parce qu'il y a plusieurs propositions que vous portez. Des stages aussi pour apprendre, par exemple, aux enseignants à apprendre. Ça fait partie des propositions que Allons Enfants porte. Exactement. Alors, une des thématiques phares d'Allons Enfants est le numérique. Il faut savoir que le numérique, c'est un facteur d'innovation, un facteur de croissance, un facteur de richesse pour notre pays. Je sais bien parce que je travaille en apprentissage dans une entreprise qui travaille dans le secteur du numérique. Et c'est quelque chose vraiment qu'il va falloir utiliser pour l'éducation nationale. Et on considère qu'il y a énormément d'innovations qu'on va pouvoir apporter pour aider les professeurs à exercer leur métier. Le numérique va nous aider à alléger la charge des professeurs qui sont souvent surmenés avec des classes trop nombreuses, et également apporter de l'accès à l'information pour de nombreux élèves qui sont dans des situations géographiquement enclavées. Donc le but, ça va véritablement d'apporter ce numérique et cette innovation à l'éducation nationale. Il y a également un autre point pour l'éducation nationale qu'on aimerait mettre en avant, c'est l'apprentissage et la possibilité de faire des stages pour les étudiants en études supérieures. Professionnaliser le cursus universitaire, ça va permettre de faire rentrer les étudiants dans le monde de l'entreprise, d'avoir un pied dans le marché du travail. C'est extrêmement important quand on se rend compte qu'aujourd'hui, les jeunes sont ceux qui souffrent le plus du chômage. Il y a 9,3% de chômeurs en France, mais 21% parmi les jeunes de 15 à 24 ans. Donc il faut vraiment faire un effort sur cette partie de la population. Et l'apprentissage, quelque chose que je connais très bien puisque je suis élève apprenti, va nous permettre de faire la transition entre les études supérieures et le monde du travail. Florence Imbert, je vous passe à présent la parole parce qu'en regardant votre programme pour Demain en commun, vous parlez justement du fait qu'à force d'inculquer systématiquement des connaissances, des compétences, on oublie la part de l'enfant. Oui, il faut remettre l'enfant au cœur de la problématique de l'éducation et de l'enseignement et ne plus réformer l'école en fonction des besoins ou des enseignants ou des parents tous les 2 ans ou tous les 3 ans, en réformant des rythmes scolaires, des samedis travaillés, des mercredis travaillés ou pas. Ce qui fait que l'effet de ces changements de rythme scolaire précipite une grande partie de la population scolaire vers les écoles privées. Ils échappent à l'école de la République, à laquelle je suis très attachée. Et
le résultat est que ce sont des enfants qui souvent sont scolarisés dans le communautarisme. Je pense par exemple aux écoles coraniques dans lesquelles sont des enfants dont les parents, pour diverses raisons, ont renoncé à la scolarisation dans le public. D'autre part, il faut savoir que les écoles publiques sont déjà très très rarement inspectées, les écoles privées encore moins, et je pense qu'il y a un réel problème dans l'endoctrinement qui peut être fait auprès des enfants qui sont scolarisés de cette façon-là. Et je pense qu'une partie de la fuite vers le privé est effectivement provoquée par les réformes de rythme scolaire, par le fait que les enfants dans beaucoup d'écoles publiques maintenant sortent à 15h30 et que énormément de parents ont beaucoup de problèmes pour trouver des gardes, pour trouver des systèmes qui soient à la fois pas trop chers, épanouissants pour les enfants, leur permettre de faire leurs devoirs et que ça change en plus toutes les quelques années. Donc mais tout ce qui a été mis éventuellement de revenir en sur place. ces rythmes scolaires, en tout cas de laisser la possibilité aux communes de choisir. Oui, j'espère que ça va être résolu de façon à ce que ce ne soient pas les communes pauvres qui renoncent à des formules de garde et les communes riches qui proposent des formules de garde extrêmement bien encadrées pour les enfants. Il faut vraiment trouver des politiques publiques en matière d'éducation qui égalisent l'accès à la formation, l'accès à l'éducation et surtout l'accès à l'apprentissage individuel. Je parle d'apprentissage individuel et non pas de devoirs à la maison, parce que les devoirs à la maison sont un des moyens de favoriser l'apprentissage individuel, mais pas le seul. Et on peut très bien favoriser l'apprentissage individuel des enfants sans que ce soit les parents qui doivent s'en occuper. N'hésitez pas les uns les autres à réagir si vous le souhaitez, poser aussi vos questions et échanger. Jean-Loup Leroux pour Lutte ouvrière, quelle est la vision de l'éducation que vous portez? Parce que c'est un sujet, on l'a vu tout au long de cette émission, on en a parlé avec les autres candidats qui divisent, hein. Chacun a sa vision de l'éducation. Nous, notre vision de l'éducation, c'est que quand même l'éducation est primordiale et ce dès le plus jeune âge. Hein, c'est quand même dès le plus jeune âge qu'on apprend à vivre ensemble, qu'on apprend un certain nombre d'idées. Et pour nous, le problème, c'est surtout qu'il manque de profs, il manque de personnel dans les écoles, il manque d'écoles. Hein. On le voit bien depuis des années, quand on regarde les différents gouvernements qui se sont succédés, qui à chaque fois ont expliqué qu'ils allaient prendre le sujet à bras-le-corps, qu'ils allaient s'en occuper. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'au final, c'est le contraire qu'ils ont fait. Hein, au contraire, ils ont supprimé des emplois, ils ont supprimé des écoles, ils ont regroupé des classes. Hein. Aujourd'hui, on le voit bien, les moyennes dans les classes, et ceux dès le plus jeune âge, on arrive facilement à des classes où il y a 30 enfants. Donc cette question-là, c'est quand même la question des moyens qu'on donne à l'éducation. Quels sont les moyens qu'on donne à l'éducation ? Voilà. Et donc, pour pouvoir avoir une éducation de qualité, faut avoir les moyens en personnel, en locaux et les moyens financiers pour permettre à tout le monde, et surtout dans les quartiers populaires, parce que la question, elle est vraiment quand même dans les quartiers populaires, avoir accès à des bibliothèques, avoir accès à des musées, avoir accès à de la culture. Je veux dire, l'éducation, c'est ça aussi. Et si on ne donne pas cette chance-là en donnant en mettant les budgets qu'il faut pour cela, il n'y a pas de solution. Vous souhaitez peut-être réagir ? J'aimerais ajouter un point, c'est-à-dire que je pense effectivement qu'il faut investir dans l'éducation, c'est extrêmement important, mais un des efforts premiers est de mieux gérer les ressources qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je conçois vraiment l'école républicaine comme un facteur de réussite, à condition qu'il puisse permettre l'ascenseur social. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a malheureusement une école qui ne favorise pas assez la mixité sociale. Je sais très bien, j'ai été dans un très bon lycée à Auch, à Versailles, qui est un lycée de très bon niveau, mais malheureusement où la mixité sociale n'est pas assez développée. Et je considère que la mixité sociale est quelque chose qui peut apporter véritablement à notre société. On est dans une société où malheureusement les classes sociales ont tendance à rester ensemble au lieu de se mixer, alors que c'est de cette mixité qu'on pourra apporter plus de valeur. Et c'est pour ça qu'avec Allons enfants, on se bat pour qu'il y ait des secteurs multicollèges qui vont permettre cette mixité sociale et cet apport de richesse, tout simplement par cette variété.
Si on peut voir dans un instant les temps de parole, juste le temps de préciser qu'à présent nous allons passer à la carte blanche que je vous avais demandé à chacun, le sujet que vous souhaitez mettre en avant dans le cadre de votre candidature dans cette première circonscription des Yvelines, ce que vous entendez porter à l'Assemblée nationale si vous êtes élu. Si on peut voir les temps de parole de chacun, vous êtes à peu près tous au-delà des 3 minutes. On va commencer avec vous, Florence Imbert, vous avez un tout petit peu plus de retard, 3 minutes 3 secondes, ça se joue à quelques secondes seulement. Mais quelle est votre carte blanche, le sujet que vous souhaitez mettre en avant dans cette circonscription notamment? Alors, je pense que notre modèle actuel de société est basé sur la consommation et la surconsommation qui a d'énormes conséquences dans tous les domaines politiques. Et je m'engagerai en tant que députée pour faire changer cette façon de gérer la société et en particulier pour ne plus favoriser les achats de pétrole et de matières premières dans les pays qui mènent des guerres qui mettent des millions de gens sur les voies de l'exil. Et non seulement nous avons la responsabilité ici en France d'accueillir les réfugiés, je pense que ce sujet est très important et vous ne l'avez pas évoqué avec les autres candidats, donc je me permets de l'évoquer. Je ne sais plus combien de millions de Syriens ont fui la Syrie ces derniers temps, il y en a 20 000 qui ont atterri en France. Pour le pays des droits de l'homme, une des plus riches nations du monde, c'est très peu et nous sommes capables, nous pouvons très bien en accueillir beaucoup plus. Il suffit d'avoir une politique vraiment volontariste dans l'accueil et dans l'intégration des personnes migrantes, en particulier des femmes. Je précise que les femmes subissent une double oppression en tant que réfugiées et en tant que femmes venant de civilisations extrêmement patriarcales et qu'elles ne sont pas toujours accueillis avec des dispositifs suffisamment forts pour les aider dans leur démarche de demande d'asile ici en France. Et d'autre part, il faut absolument que la France cesse d'accorder la Légion d'honneur à un prince d'Arabie Saoudite qui opprime les femmes avec un régime un des plus misogynes du monde, d'accorder des marchés d'armement à des pays qui, on le sait très bien, aident des pays en guerre, où ensuite l'ONU essaye de faire des interventions de protection de la population civile. Il faut absolument que les exportations d'armement cessent immédiatement, en particulier vers ces pays-là. Voilà, c'est à la fois un sujet de changement de société et un sujet de politique étrangère, parce que je pense que une des raisons pour lesquelles nous voulons continuer à exporter, en particulier de l'armement, c'est que nous voulons l'échanger contre des matières premières dont nous avons besoin. Et pourquoi en avons-nous besoin? Parce que nous mettons tout à la poubelle. Donc c'est notre modèle de société de consommation, acheter, jeter, qui est en cause actuellement, en particulier dans le domaine des produits nécessaires pour la digitalisation. La digitalisation est un phénomène, qu'on le veuille ou non, qui va continuer. Il a de grandes conséquences sur les consommations de matières premières en Afrique, en Amérique du Sud, dans des pays aussi en Orient, dans des pays où il n'y a pas de garantie sociale pour les gens qui travaillent. Il y a des enfants qui travaillent, il y a des gens qui risquent leur santé dans l'extraction de matières premières qui sont nécessaires à notre consommation, et ça, il faut absolument que ça cesse. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas, Jean-Loup Leroux, à présent. Vous souhaitez réagir peut-être sur ce qui a été dit? Jean-Loup Leroux, quelle est votre carte blanche ce soir? Ma carte blanche, c'est le sujet que vous n'avez pas traité, qui était un des sujets proposés, l'emploi quand même qui est un sujet qui est fondamental, qui est important. Je lisais dans la presse locale, on a une entreprise là juste à côté, à Guyancourt, là, qui est en grève depuis 10 jours. L'entreprise Vortex qui est en charge de transporter les personnes handicapées. Et ils sont en grève pourquoi? Parce que leur direction, leur patron, leur demande de travailler un 3e week-end dans le mois. Ils travaillent déjà 2 week-ends dans le mois, et là on leur demande de travailler un 3e week-end dans le mois. Et ça montre quoi? Ça montre que voilà, les entreprises, les patrons, ils veulent pas embaucher. Ils préfèrent dégrader les conditions de vie, ils préfèrent dégrader les conditions de travail, et ça a des réelles conséquences sur la vie de tous les jours. Et nous, quand on parle de l'interdiction des licenciements, mais quand on parle également de la répartition du travail entre tous, et sans diminution de salaire, c'est primordial. La répartition du travail entre tous, on le voit bien. D'un côté, il y a 6 millions de chômeurs. De l'autre côté, il y a des travailleurs qui en ont plus que ce qu'il faut pour que ce soit humainement faisable. On voit bien dans certaines boîtes, c'est des crises de nerfs, c'est des burn-out, c'est des maladies professionnelles. Quand même, on ne va pas au travail pour en mourir. On ne travaille pas
On ne vit pas pour travailler. C'est ça le truc. Et donc nous, l'emploi, c'est quand même quelque chose de fondamental. Des richesses, il y en a, on le voit bien. Tous les jours, on entend, et surtout en début d'année, les résultats des grandes entreprises. C'est en milliards que ça se compte. Et on voit, par exemple, vous prenez les usines, vous prenez l'usine de Flins, par exemple. Il y a plus de 2000 travailleurs intérimaires. Mais Renault pourrait très bien embaucher ces personnes. Ces personnes qui font travailler 18 mois, ils les renvoient 6 mois chez eux, ils les refont travailler 18 mois, et encore quand ils ne veulent pas, au bout d'un moment, s'en débarrasser parce qu'elles sont trop vieilles, parce qu'elles sont usées, justement. Mais usées par quoi? Usées par le travail. Donc nous, franchement, sur cette question-là, c'est un point important, c'est vraiment répartir le travail entre tous et interdire les licenciements qui est primordial. Paul de Béon, c'est à vous, votre carte blanche à vous, et ensuite on fera un dernier tour de table de conclusion pour chacun. Parfait. J'aimerais profiter de ma carte blanche pour parler des institutions. On n'a pas pu en parler, donc c'est l'occasion. Il y a un constat qui est très simple à faire, c'est qu'aujourd'hui il y a 6 millions de jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, 6 millions d'électeurs qui n'ont absolument aucun représentant en politique, absolument aucun représentant à l'Assemblée, alors que ce sont 6 millions de personnes qui peuvent voter. Allons enfants, le parti que je représente, veut soumettre un projet de loi qui s'appelle donc la loi Allons enfants, qui veut interdire le cumul des mandats dans le temps et dans la durée. C'est-à-dire effectivement qu'un député ne puisse pas être maire, mais également qu'un député qui ait fait un mandat puisse se représenter s'il le souhaite, mais ne puisse pas faire plus que 2 mandats. Nous voulons lutter contre les hommes politiques ou femmes politiques qui font de la politique une carrière et une rente. C'est-à-dire qu'une personnalité politique ne devrait pas pouvoir vivre toute sa vie sur une élection. Une personnalité politique devrait pouvoir être jugée par rapport à ses actes et ensuite repartir dans la société civile. Et qu'elle reparte dans le privé, dans le public, ça la regarde. Mais c'est important que la politique ne soit pas vue comme une rente. Et c'est seulement à cette condition que nous allons pouvoir avoir un véritable renouvellement, parce qu'on le voit, les renouvellements qui sont annoncés tout le temps, mais finalement c'est juste passer d'un maire à un député ou d'un député à un sénateur. Et c'est quelque chose qu'on considère comme inacceptable, et on aimerait que cette situation change pour que l'Assemblée nationale puisse enfin être une chambre représentative de l'intégralité de l'Assemblée et non pas une simple chambre des personnes qui veulent garder la politique comme une rente. C'est-à-dire que si vous êtes élu, vous limiterez vos mandats, c'est une règle que vous allez vous appliquer? Exactement. Si je suis élu, et j'espère, grâce à vous, si mon mandat se passe très bien, je me représenterai volontiers pour un autre mandat, mais ensuite c'est fini, je retournerai dans mon occupation que j'ai actuellement, donc je suis employé et étudiant, je pense que je ne serai plus étudiant mais encore employé, et donc maximum 10 ans, je pense que c'est largement suffisant. On va passer aux conclusions à présent de cette émission, plus d'1 heure et demie de débat depuis le début de cette soirée sur TV Fil 78, c'est à vous Florence Imbert, une trentaine de secondes, le dernier mot que vous souhaitez adresser aux électeurs. Alors j'ajoute que je suis enseignante et que je suis aussi précaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans l'enseignement des gens dont les contrats ne sont pas renouvelés, donc qui ne savent jamais, qui n'ont pas de visibilité à plus de 6 mois sur s'ils vont être employés ou pas. Et que nous sommes de plus en plus nombreux et que les suppressions de postes annoncées vont multiplier les cas de gens comme moi. Et je trouve que ce n'est pas à la hauteur d'un pays moderne d'avoir des professeurs qui n'ont pas de visibilité sur leur carrière et sur leurs revenus sur le moyen terme ou le long terme. Alors, je précise que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne travaille pas pour mourir, on travaille pour vivre. Je pense qu'il n'y aura plus désormais de travail pour tout le monde. Il n'est pas nécessaire de continuer à entretenir la mythologie du plein emploi. Il y aura nécessairement un partage des ressources et des revenus qui doit se passer de la feuille de salaire, qui doit passer outre la feuille de salaire, qui doit se faire autrement. C'est pour ça que nous défendons la refonte des revenus minima qui existent déjà en France, de façon à créer un seul revenu et d'aller vers l'inconditionnalité du revenu minimum. Jean-Claude, c'est à vous, une trentaine de secondes et vous serez à peu près à 6 minutes. Chacun. Donc, ces législatives, justement, c'est une occasion pour se faire entendre, pour faire entendre nos intérêts en tant que travailleurs et pour dire que, justement, cette société, on n'en veut plus, elle n'est pas normale et qu'il faut se débarrasser du capitalisme, que c'est lui qui nous met dans cette situation. Et justement,
le programme qu'on défend, l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire, l'augmentation des salaires, un revenu, pas de revenu inférieur à 1 800 €, le contrôle des comptes des entreprises, le contrôle des comptes des banques, c'est aussi mettre en avant la construction d'un grand parti qui défende les intérêts des travailleurs et d'un parti qui défende une société qui soit basée sur les idées du communisme. Et ça, c'est ça qui sauvera l'humanité, c'est ça qui sauvera la planète, c'est justement de se débarrasser du capitalisme et de toute cette bourgeoisie qui vit sur notre dos. Paul de Béon, c'est à vous pour la conclusion. J'aimerais terminer ce débat en parlant de thématiques de long terme, parce que c'est extrêmement important d'avoir une vision de long terme, notamment les 4 axes de notre programme d'Allons Enfants, qui sont l'Europe, l'écologie, le numérique et l'éducation. Je pense que c'est important d'avoir toujours cette vision de long terme pour se rendre compte que même si c'est extrêmement important de gérer au jour le jour, il ne faut pas oublier cette vision, et c'est dans cette dynamique-là que nous voulons nous investir avec Allons Enfants. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette dernière table ronde dans le cadre du premier débat consacré à cette première circonscription, premier tour, le 11 juin. Vous le savez, 18 juin pour le second tour, il faut décider de qui vous allez envoyer à l'Assemblée nationale. Merci à vous, merci à tous les participants de cette émission. On va avoir les temps de parole pendant que nous concluons cette émission. Demain, à la même heure, Nicolas Kirillovitch sera entouré des candidats présents dans la seconde circonscription. Belle soirée à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci à vous.